Prenez votre Agada. Et l'Ahmania. On va commencer par, par le début. Hein. Une fois que les Tunisiens auront fait Etmol, une fois que les Marocains auront fait Bivilou, que les Algériens aussi auront fait Etmol, alors on va commencer Et l'Ahmania. Voici ce pain de misère, du mot oni, pauvreté. À ce moment-là, dans votre agada, vous verrez, il sera souligné qu'on prend la matzah du milieu, qui aura été déjà cassée en deux, et on la soulève. C'est ça qu'on va présenter. Voici ce pain de pauvreté. Alors, pourquoi je vous ai demandé de ramener vos agadotes, en particulier celle de Raphaël? Vas-y. Ah bon? Parce qu'elle est très belle déjà. Non, parce qu'elle est très belle et parce que j'aimerais bien entendre sa traduction. Non, il faut que on commence à raconter. Non, là, il y avait du Shtana. Ma guide. Non, c'est bien. Ah, c'est bon, c'est Ah, ok. Alors, vas-y, tu nous traduis ce petit paragraphe? Voici ce pain. Enfin, je sais pas comment c'est écrit là-bas. Non, moi, pourquoi? Voici, alors avant, voici ce pain de misère. Ah, ma guide, ok. C'est le verset avant Maïchtana. Elle est très belle, hein? Ouais, c'est ça? Ah oui, voilà. Elle était belle avant le stabilo. Ouais. En traduction. Okay. Voici le pain de misère que nous, ancêtres, ont mangé en Égypte. Que celui qui a faim vienne et mange avec nous. Que chacun qui est dans le besoin vienne célébrer Pessah avec nous. Cette année ici, l'année prochaine dans le pays d'Israël. Cette année esclave, l'année prochaine dans le pays d'Israël, homme libre. Très bien. Alors, il y en a beaucoup qui font comme ça. Sur de la Gada, ils lisent, ils traduisent, et on passe. Nous, on va essayer de comprendre le fond de ces passages-là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné là, finalement? Qu'est-ce que tu as appris? Raph, qu'est-ce qu'on a appris là en lisant ça? Que on doit faire. C'était l'histoire du pauvre. Genre, en gros, on va ouvrir la porte. Donc, alors, voici ce pain de misère, effectivement, tu as dit que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Donc là, c'est la matzah qui a pas eu le temps de. Le pain qui a pas eu le temps de gonfler. D'accord. Que chacun vienne et mange, que chacun qui a besoin vienne et passe la fête. Alors venez, on va rentrer dans la photocopie que je vais donner, on va rentrer dans les mots. Alors, donc on a dit à ce moment-là, on va prendre la matzah que l'on va présenter. C'est la matzah du milieu. He lachma anya. Et voici le pain. Attention, c'est pas voici, c'est pas ce pain qu'ils ont mangé. Ça doit nous rappeler que c'est ce pain, ce pain ressemble. Et l'achmana, c'est comme cette matzah, qui est un pain de pauvreté, que nos ancêtres ont mangé effectivement en étant en terre d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un pain de pauvreté? Parce qu'il n'a pas de mie, il n'a pas fermenté, il n'est pas chametz. Kol dirfin yete veyichul, kol ditzrich yete veyifsach. Que quiconque dirfin est affamé, quiconque a faim, yete veyichul, qui vienne et qui mange. On a posé la question la dernière fois, mais c'est bizarre. T'attends ce moment-là, toi, pour inviter ceux qui ont faim? Ceux qui ont faim, les pauvres, a priori, on nous a déjà invités depuis. On aurait dû prendre les devants au moins un mois à l'avance. Comment est-ce qu'on peut oser dire une telle chose à l'entrée de la fête, à l'entrée du CDR? Alors, on va ramener une réponse, une seule réponse, il y en a beaucoup. C'est qu'en réalité, on ne s'adresse pas aux pauvres ici. À qui on s'adresse? On s'adresse aux membres de la famille qui sont sur la table. Vous avez faim. Je vous rappelle que la matzah shira, on ne l'a pas mangée depuis un moment déjà. Même la matzah shira, bah, je coupe ravav. Toi, tu l'as pas? Moi, il est dans la galette. Non, mais il n'y a pas les commentaires. On va voir. Qu'est-ce que je parle 3 minutes 30, je suis quand tu parles, tu vois. Donc, en réalité, on va voir que d'après une réponse, ici, on n'est pas en train de s'adresser aux pauvres, mais on s'adresse aux membres de la famille qui ont faim. Ils sont affamés, ils se sont gardés
Alors imagine celui qui a jeûné, il est ultra affamé, mais même ceux qui n'ont pas jeûné, on a dit depuis, à partir du plague, même un petit peu avant, d'après certains, depuis la 9e heure en réalité, on mange plus rien, on mange plus de maisonnotes, on mangeait plus rien. Donc on arrive au Seder, on a faim. Donc c'est en fait une invitation que le chef de famille est en train de faire. Allez, on va commencer le Seder. Qui c'est qui a faim? Asseyez-vous. Maintenant, si vous n'avez pas faim, Kol ditrich yete veifsar, que celui qui a besoin vienne et fasse Pessar. Quelle différence entre celui qui a faim et celui qui a besoin? Parce que même si tu n'as pas faim, il va avoir besoin de manger la matzah, il va avoir besoin de manger le maror. Donc quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas faim, allez tout le monde autour de la table. Donc le Kol dirfin s'adresse à ceux qui sont affamés. Le Kol ditrich est celui qui a besoin, c'est tout le monde, c'est-à-dire comme le besoin envers du matzah mitzvah, du haroset, du maror, des 4 coupes de vin. Même celui qui n'a pas faim, il est obligé de le faire. C'est ça la deuxième expression, Kol ditrich qui était veillcho. Ouais. Qui était veillfsar. Alors elle est fausse la traduction, parce que quand on dit pas quelqu'un qui a besoin, mais quelqu'un qui est dans le besoin. Dans le besoin, c'est... Bah non, c'est une traduction, c'est pour ça que je précise là. Okay. Donc toi tu traduirais par chacun qui a besoin. Que toute personne qui a besoin, mais en réalité tout le monde a besoin, ça, le Kol ditrich, tout le monde va avoir besoin là. Oui, c'est pour ça. Parce qu'on ne peut pas faire de Pessah sans la matzah, sans le vin, sans les charoset. Donc même si tu as mangé, disons, ou t'as pas faim, quoi qu'il arrive, viens. Et effectivement, dans une autre dimension, il s'avère que vraiment personne, on a affaire à un pauvre qui a faim. Alors évidemment, aussi on l'invite. Si on a affaire à un pauvre qui n'a pas faim, mais qui a besoin parce qu'il n'a pas le strict minimum pour faire la matzah de Pessah, alors dans cette dimension, effectivement, quiconque est dans le besoin, viennent faire Pessah. Mais c'est pas cohérent, parce qu'on a un moment où les gens, on espère qu'ils ont pris les devants, les pauvres, c'est ce qu'elle veut dire. Donc ça, c'est une des réponses qui est rapportée. Pourquoi est-ce qu'on annonce ça dès le départ? C'est une invitation que le Baal Habayit fait à tous les membres de la famille ou tous les invités qu'il a conviés à passer Pessah. Ashata Acha. Maintenant, nous sommes ici. C'est-à-dire où ici? Je vous rappelle, on est en galoute. Puisqu'on va parler de la sortie d'Égypte, c'est qu'on est en train de rappeler qu'on est en galoute. Même si tu as une belle vie, Baruch Hashem, même si tu es en bonne santé, même si tu as une bonne situation, on annonce, n'oubliez pas, mes amis, Ashata Acha. La réalité, c'est qu'on est encore ici. C'est ça que ça veut dire, nous sommes ici. Leshana Abaa Be'ara d'Israël. Et nous, en fait, là, maintenant, on est en train de formuler un espoir que l'année Abaa qui vient, Be'ara d'Israël, nous soyons en Israël. Entre parenthèses, qu'est-ce qui manque? Avec la venue du Mashiach. Parce que je vous ai dit, celui qui est en Israël, alors il dit pas ça. Il dit, nous sommes ici l'année prochaine en Israël. Le bonhomme, il est à Jérusalem, là, maintenant, qui fait le Seder. Il saute ce passage? Non, on veut Israël, Yavo Mashiach, avec la venue du Mashiach. Ashata Acha Avde, aujourd'hui, maintenant, Ashata Acha, ici, Avde, nous sommes des serviteurs. Serviteurs de quoi? On est des serviteurs du Yetzer Sahara, on est des serviteurs de ceux qui nous oppressent, on est des serviteurs de la galoute. On est des Arvadim. On est des serviteurs de Dieu n'importe où. On n'est pas dans l'idéal du service. Ah oui. Donc on n'est pas encore... Les serviteurs aussi de Dieu. Voilà. Okay. C'est ça. Ashata Acha Avde. Maintenant on est encore des serviteurs. Donc comme si on était où? En Égypte. En fait, finalement, c'est vrai que l'atmosphère elle a changé, le pays il a changé, tout a changé, mais on est encore des Avadim. Donc le Baal Habayit est en train d'annoncer ça. En fait, c'est l'introduction à la Haggadah. On n'a pas encore commencé, parce qu'on n'a rien raconté. On est en train seulement de faire le constat que finalement, l'époque a changé, mais on est toujours Ar'a Avadim. Et les Shana Abba, Bezrat Hashem, même en Israël. Les Shana Abba, que ce soit la volonté d'Hachem, que l'année prochaine, donc on espère, Pessah prochain, on n'a plus besoin de dire ça, Be'ara d'Israël Benechorin, qu'on soit en Israël, mais libre. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Qu'est-ce que c'est la liberté? Altikrach Arut Ela Cherut. Quand dans les Pirkei Avot on a dit que les tables de la loi étaient gravées, les Chachamim disent ne dit pas gravé, mais libre. Et qu'il n'y a de liberté que la Torah. Quand est-ce qu'on sera libre véritablement d'une vie entièrement pleine de Torah? C'est une vie idéale. Quand on Mashiach. Donc même si tu étudies la Torah aujourd'hui, est-ce que tu peux dire vraiment que tu es libre? Ah oui, tu as un coup de la liberté, mais tant qu'on n'est pas avec la venue du Mashiach, Be'eret Israël,
on n'a pas accompli, on n'est pas encore arrivé au projet divin. Voilà ce que ce petit passage, c'est une interprétation, encore une fois, on peut rentrer encore dedans, il y a des réponses, énormément de réponses pourquoi est-ce qu'on appelle ce pain de misère, puisque finalement, bon, il y a beaucoup de... on ne va pas non plus trop s'attarder, mais je veux qu'on ait pour chaque paragraphe qu'on va lire une idée supplémentaire que l'on pourra rajouter par rapport aux autres années. Et pourquoi la Torah elle va changer quand il y aura Mashiach? Non, c'est notre condition qui va changer. Oui, parce que quand on dit genre on attend Mashiach pour être libre, la Torah elle reste la même. Si Ouais, on mais trouve la liberté non, dans la parce que Torah, là, on parce que ta Torah, c'est toujours aujourd'hui, c'est un combat. Tu combats pour l'étudier. Contre ton Etzer, contre ta vie, contre ta parnassa, ton travail, tes soucis. Donc on est libre dans un certain sens parce qu'on arrive à le faire, mais dès qu'on arrête d'étudier, on retourne esclave. C'est ça qu'on est en train d'annoncer dès ce moment-là. Et on a la coutume de répéter ce passage 3 fois. Pourquoi Pourquoi Bonne question. Pourquoi alors? Très bien. Je savais pas, moi je l'apprends. C'est bien, c'est bien. J'ai jamais répété. C'est un minag, c'est pas une obligation, c'est un minag. Il y a ça, moi j'ai une question aussi. Pourquoi on a pris le minag de faire Etmol, Aïnou Avadim ou Bibilouya, alors qu'il y a déjà dans la Haggadah, à l'Achmania? Exactement. C'est pour ça que certains ne commencent pas ni avec Etmol ni avec Bibilou. Ah bon? Non. J'ai jamais vu ça. Tu as marqué quoi là-bas? Non, moi j'ai le passage Bivilou Yatsanu Mitraim. Dans l'Ishmatzilach, il est après à la Etmol. Donc ça veut dire qu'en fait, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il rajoute en fait le Etmol, le Bibilouya par rapport à ce qu'il y a déjà? Ça veut dire quoi Bivilou? La tradition. Bivilou, ça vient du mot Béala. Béala, c'est la panique. Bivilou Yatsanu Mitraim, c'est-à-dire qu'on est en train d'annoncer, on est sorti subitement. Ça va pas être parce qu'on va voir qu'on n'a pas fui. C'est ça que c'est dans la tête qu'on a fui. C'est pas qu'on a fui, c'est qu'Hachem nous a pris presque dépourvu, on s'y attendait pas. C'est ça, ça a été ça la panique. Et donc du coup, oui, la pâte, elle a pas eu le temps de lever. Il y a quand même eu 10 plaies avant. Oui, mais on n'a pas la date encore. Quand est-ce qu'on a su qu'on allait sortir? C'est à la veille des Shabbat. plaies, à la veille de la 10e plaie. Hachem a dit voilà, je frapperai l'Égypte à telle heure, non, même pas dit à telle heure, vers la moitié de la nuit, et ensuite on y va. Donc imaginez, c'est comme si maintenant on te dit allez, il est 9h40, allez les gars, à 15h, on est parti. Attends. En Israël. Etmol, c'est la traduction de ça en fait en hébreu. En fait, ouais, c'est. Etmol, là, nous étions. Ouais. Etmol, là, Adima, Non, en fait, c'est c'est la même chose. C'est la C'est traduction l'explication, de ouais, les Shana, Ba, Be'ara, des Israël, Benechon, c'est ce qu'on vient d'expliquer en fait entre les lignes. On l'a stipulé, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des Haggadot où ça apparaît pas du tout. Il y a des Haggadot où ça apparaît avec certaines. Tu cherches quoi? Non, mon téléphone. Ah, avec certaines différences. Mais le cœur du sujet il commence là. Et l'Armania. Il y a plusieurs raisons pourquoi 3 fois. Pourquoi on parle précisément alors qu'on a eu 10 plaies avant et qu'il y a eu C'était prévu comme ça, dans la Torah, il y a marqué Bechi Pazon, tiré à la hâte. Et bien effectivement, le Bivilou, c'est la traduction de Bechit Pazon. mais ça dit pas pourquoi. Ah si, parce qu'on est arrivé à, parce qu'on était à un stade d'impureté que si on restait davantage, mais nous on ne sait pas nous. Alors pourquoi 10 plaies? C'est-à-dire qu'il a pris le temps quand même. C'est pas comme s'il y avait une plaie et on se casse. Non, parce qu'il y avait d'abord, il y a plein de... On n'est pas arrivé encore au cas des plaies, parce que les plaies c'est après, on en reparlera après, mais encore une fois, les plaies elles étaient destinées et aux Égyptiens et aux Israël. Il fallait prouver aux Égyptiens qu'Hachem, il est le maître de la gvoura, de la rigueur, parce que lui, eux, ils reconnaissaient ça, que Dieu c'était le Dieu de la rigueur. Mais en même temps qu'il est le Dieu de la rigueur, il est Hachem. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord Donc, avec ça. il y avait... C'est plus dans le sens où on a 10 plaies, qui ont duré chaque plaie un peu de temps quand même. Un petit mois, Un petit mois. en moyenne. Et d'un coup, on part genre à la hâte. Oui. Alors on verra quand on arrivera aux plaies, on va développer les plaies, t'inquiète pas. Ça, je dirais, il y a une question de Mida Keneged Mida. Dans les plaies, c'est la base. Il y a une mesure pour mesure. Ce que les Égyptiens vont endurer, c'est forcément pas une rétribution, mais une punition par rapport à ce qu'eux ont fait dans une certaine mesure. Donc on va voir que quoi qu'il arrive, ils sont en train de rembourser ce qu'ils ont fait. Mais on verra quand on arrivera aux plaies, pourquoi il y a le nombre de 10, pourquoi il n'y a pas eu 12 plaies, pourquoi il n'y a pas eu 5 plaies, effectivement. C'est pas 2 programmes séparés, il y a le programme des 10 plaies. Une fois que le programme des 10 plaies est terminé, tu mets ça de côté, et là, il faut sortir, mais là, il faut sortir tout de suite. Mais parce que toi, tu fais un lien peut-être, puisqu'on a pu attendre pendant des mois et des mois avec les plaies, c'est bon, on n'est pas pressé pour sortir. On ne peut pas attendre. Tu fais un lien. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Il y a le programme des plaies, et après, il y a la sortie. Oh, il y a toujours un lien. Alors on verra quand on arrivera aux plaies, vous attachez, si tu veux. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Votre Haggadah devrait vous le dire. On va enlever le plateau
On remplit le second verre et le plus jeune En intervient. réalité, on n'enlève pas le plateau. Enfin, on enlève le plateau de sa place initiale. Mais on le laisse au bout de la table. Hein. Dans toutes les bonnes agadotes, ce sera dit qu'on met le. C'est ça? On met le plateau en bout de table. C'est-à-dire qu'en fait, on le change de place. C'est pas l'idée de l'enlever. C'est de changer de place et d'attirer l'attention des enfants. Donc maintenant, s'il n'y a pas de place, effectivement, c'est pour ça qu'on enlève en général, parce que la table elle est pleine grâce à Dieu. Elle ne devrait pas être pleine, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre les salades maintenant. Il faut qu'on ait de la place pour pouvoir s'affaler. Mais bon, admettons, c'est pour ça qu'en général, on a l'habitude de le mettre de côté. Mais en réalité, le mettre en bout de table, le changer de place, l'idée, c'est d'interpeller la curiosité de ceux qui se trouvent autour, et en particulier des enfants. Justement, Manistana. Par contre, quand il y a marqué on remplit le second verre, non. On a dit que c'était que pour le Exactement, exactement. Et on remplit maintenant le verre, lequel verre? Du Baal Habayit. La deuxième coupe ici, c'est pas la coupe de tout le monde. C'est que la coupe du maître des lieux. En tout cas, de celui qui va orchestrer le Seder. Maintenant, s'ils se sont servis maintenant les gens, c'est pas très grave. Mais ça peut porter à la confusion. Parce que c'est pas maintenant qu'on va boire la deuxième coupe. La deuxième coupe, on va la boire à la fin de la Gada, à la fin de la bracha. D'accord? Donc en fait, c'est que le deuxième verre du Baal Habayit. Et puis on va arriver aux fameuses questions de Manishtana. Parce qu'en fait, ces questions elles vont être le résultat déjà de toutes ces interrogations. Mais comment ça se fait qu'on a enlevé le plateau? Pourquoi papa tu te resserres un deuxième verre? Le gosse il comprend pas. Lui, on avait dit, il a dans sa tête le kidouche de Shabbat, normal, de Yom Tov, et il voit son père qui se resserre tout de suite une deuxième coupe de vin. Et donc commence Manishtana. Alors Manishtana, ça veut dire quoi? Manishtana alayla azé mikol alelot. Pourquoi ici le ma? Ça veut pas dire qu'est-ce qui. On aurait dit qu'est-ce qu'elle a de différent. Mais Manishtana, pourquoi? Pourquoi? Ouais. C'est encore plus profond. Pourquoi cette nuit-là, elle est différente de toutes les autres nuits? Et là, on va essayer de comprendre les questions. Lis-les-nous d'ailleurs en traduction simple. Les questions. Pourquoi cette nuit se distingue-t-elle de toutes les autres nuits? Ah, donc c'est une question, du coup je t'aurais dit les réponses. Non, oui, vas-y, lis. Parce que Autres... je vais te poser des questions sur les réponses. Okay. Toutes les autres nuits, nous ne trempons pas les aliments même une seule fois, et cette nuit, nous les trempons 2 fois. Ouais, continue. Toutes les autres nuits, il nous est permis de manger du pain levé comme du pain azim, cette nuit seulement du pain azim. Toutes les autres nuits, nous mangeons des herbes quelconques, cette nuit des herbes amères. Toutes les autres nuits, nous mangeons et buvons assis ou accoudés, cette nuit, nous sommes tous accoudés. Très bien. En plus, c'est faux, parce que le pain azim, on ne peut pas le manger tout le temps. La veille, c'est la preuve de Pessah. La veille de Pessah, on ne peut pas le manger. D'accord, mais les 363 autres jours, c'est bon. Non, c'est le jour même qu'on n'a pas mangé le pain zim. Parce que vendredi soir, veille. la veille, quand on dit la veille, c'est à partir du jour. Le jour du 14. Jour du 14. Ah, C'est pareil, tu restes quand même. C'est le jour du 14. Alors, chez Bechol Alelot, donc en réalité là, quelle est la première question implicite? Parce qu'on ne la voit pas la première question. On nous donne tout de suite la réponse. Donc on doit sous-entendre que la question qui a été posée, c'est quoi la première question? Qu'est-ce qu'on trompe 2 fois ce soir-là? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va tremper 2 fois ce soir-là? Donc on parle à un enfant qui est racham, hein, entre nous déjà. Parce qu'on n'a rien trempé encore, qui sait déjà qu'on va tremper quelque chose 2 fois. Il se rappelle de l'année dernière. Donc ça veut dire que attends-toi à savoir répondre. Parce que le petit il est refif là. Donc, chez Bechol Alelot, donc là on a tout de suite la réponse qui est donnée à la question implicite. Papa, pourquoi ce soir on va tremper à 2 reprises quelque chose dans un liquide? Chose que nous ne faisons jamais toute l'année. C'est ça la question. Alors, parce qu'effectivement, chez Bechol Alelot, car toutes les nuits, En anachnu metabelin, afilu pa'amachat. Alors c'est possible que vous trouviez dans certaines agadotes un désordre dans la question. C'est pas le même ordre en tout cas. Donc c'est pas très grave ça. Pourquoi il y a différents ordres? Parce que d'après certains, c'est venu au fur et à mesure. Je l'avais lu la réponse, faut que je la retrouve. On n'a pas Parce que répondu là le- encore. Parce que normalement c'est la matzah qui vient en premier, si je me rappelle dans certaines agadotes. Dans la Mishnah, ça y était déjà. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il posait déjà la question. Oui, Alors pourquoi mais il faudrait que je vous retrouve la réponse. J'ai lu pourquoi. En fait, il y a une permutation entre la matzah et le métabéline. Et le fait de ça met de toujours- tremper. Ça met toujours d'ambiance, ça. Mais déjà, il faut bien le dire. Alors, enanum métabéline ou enanum matbilin. Bon, c'est pas très grave. Donc là, donc, pourquoi est-ce que. Alors, on répond parce que toutes les nuits, enanum métabéline, il ne faut pas machat.
Donc c'est pas une réponse, c'est une question. Parce que toute l'année, même pas une seule fois on trempe, et cette fois-ci 2 fois. Ben voilà pourquoi elle se distingue. C'est la réponse. Non, c'est une continuité de la question. Ok. Pourquoi cette nuit est différente des autres? Parce que j'ai trouvé au moins 4 choses différentes. Là, il n'y a pas de réponse là. Oui, d'accord. Parce que la façon dont, quand tu lis la traduction, on dirait que tu es en train de donner une réponse. Parce que toutes les nuits, bah, tu vas pas répondre à ma question. Parce que toutes les nuits, on ne trempe pas et cette nuit, on trempe 2 fois. Bah oui, alors pourquoi? On trompe 2 fois, bien sûr. C'est ça la question, c'est pourquoi on trempe 2 fois ce soir, alors qu'en plus, dans l'année, on ne trempe jamais. Et en fait, tu réponds, mais très. Non, tu as juste mis Omisant. la marque sur la différence, mais tu n'as pas répondu pourquoi. Pourquoi c'est différent donc? Bah, parce que. Parce que quoi? À la base, c'est une fois, non, nous on fait 2 fois. Non, même pas une fois. C'est ça la question. 0 fois. Il y a 0 fois dans 0 l'année. fois d'habitude et là 2 fois. Ah, ok. Oui, même pas une seule fois. Oui, c'est ça, même pas une. Non, on pourrait le faire. Même pas une seule fois, et là 2 fois. Vrai, on est- une fois. ça- Même pas. Non, on n'a aucune obligation. On n'est pas obligé. Non, Là, on est obligé de faire 2 fois. Même pas une On fois. doit le faire 2 fois. Là, on doit le faire 2 fois, mais pourquoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est t'as ça la répondu, mais c'est question. une forme de réponse quand même. Bah, à quoi t'as répondu? Bah, j'ai répondu à qu'elle s'est distinguée. Pas parce qu'il y a eu un truc qui est différent. Je t'ai dit, Ouais, non, tu j'ai dis pas dit pourquoi, qu'est-ce la qu'elle a réponse. de différent. Je vous ai bien dit, on traduit pas ma par qu'est-ce qu'elle a de différent. Pourquoi elle est différente? Ah, pas mal. Ah, bah oui, donc du coup, ça marche pas. Ok. C'est pas qu'est-ce qu'elle a de différent, c'est pourquoi cette nuit est différente. Alors le père il dit, mais où tu vois que c'est différent? C'est ça, il faut rentrer dans le dialogue. Parce qu'on a dit que c'est un dialogue entre le père et le fils. Papa, pourquoi c'est différent? Alors le petit, mais quelle différence tu vois toi dans ce soir? Il dit, bah parce que toutes les nuits, on n'a pas l'obligation de toute l'année, ni Yom Tov, ni Pessah, ni Sukkot, ni tout ce que tu veux, ni Shabbat, ni Chol de tremper, et là on trempe 2 fois obligatoire. Ah, c'est bien mon fils, première question. Deuxième question, t'as trouvé une différence? Alors le petit il fait, bah oui. Chez Bechol, elle a toute l'année, on peut manger du chametz, ou même de la matzah, c'est ça que vous allez dire. Ou mais si on veut, on peut manger de la matzah. Comme on veut, c'est-à-dire, qui est fiché, c'est comme on veut. Ah, mais mais cette nuit-là, papa, je sais qu'on a l'obligation de manger que de la matzah. Et que si on mange du chametz, qu'est-ce qui se passe? On est retranché. On est passible du retranchement. Papa, pourquoi? Deuxième différence que j'ai trouvée, dit le petit. Donc c'est des pourquoi la manchna. Qu'est-ce que ça fait peur? Non, je dis, il est chiant ce gosse. Non, mais on a compris que cet enfant, c'est toi déjà à la base, hein, que tu dois te poser des questions. Je sais ça. Je sais. J'ai pas les réponses. Hein. Arrêtez de m'angoisser. Troisième question. Toute la Gada va venir répondre à ça. C'est bon, il reste 4 jours. Troisième question. Chez Bechol Alat, papa, je me suis aperçu que toutes les nuits, Anachnu Ochlim, Shar Yirakot, on peut manger les autres Yirakot légumes, toutes sortes de légumes, c'est-à-dire. On fait ce qu'on veut toute l'année. Donc la deuxième question, c'est pourquoi on n'a pas le droit de manger du pain levé? Ou alors pourquoi on a. Pourquoi on a ce le droit de soir, manger que du pain levé? on a mangé la matzah? Et en plus que si Chazvécha on mange du chametz, on est Rav Karet. 2 questions. Donc le Manishtana, il est extrêmement profond, c'est monumental. Troisième question, donc on a dit, pourquoi toute l'année on fait ce qu'on veut, en termes de légumes, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune obligation de manger tel ou tel légume l'année. Ve alayla azé maror. Mais ce soir on doit manger quelque chose, un légume qui nous appelle, qui est amer. Et non seulement je dois manger le maror, mais si je mange tous les légumes de la terre ce soir, mais que j'ai pas mangé le maror, j'ai pas répondu à l'obligation. C'est ça la question. Toute l'année je fais ce que je veux, mais ce soir si je fais ce que je veux, j'ai pas répondu à la mitzvah. Pourquoi le maror en particulier? Troisième question. Donc encore une fois, vous imaginez bien que si votre fils de 5 ans il vous pose la question, et votre fils de 25 ans il vous pose la question, ah oui, il y a une réponse qu'on peut donner qui va répondre, mais tu vas pas répondre à la curiosité du grand. Une réponse qui répond à tout, mais elle est pas top. Parce que Dieu l'a Le dit. fameux, elle est pas top. Parce que Dieu l'a dit dans la Torah et on est serviteur de Dieu, on accomplit sa volonté. Mais c'est limité. Non, ça, c'est pour le petit de 5 ans, ça marche. C'est vraiment le joker. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Je me le note quand même au cas où. Tout ça, il y a des sens. Ça marche pour tout en même temps. C'est ça qui... Bah ouais. Ouais. C'est vrai. Alors, quatrième question. Chez Bechol Alelot,
Par contre, c'est intéressant parce que là, tu vois, dans toutes les autres nuits, nous mangeons et buvons assis ou accoudés. Cette nuit, nous sommes accoudés. On avait vu que accoudé, c'était le principe, entre guillemets, d'être libre. Et du coup, si la veille, tous les autres soirs, on pouvait soit manger assis, soit manger libre, alors pourquoi ce soir-là, on doit manger Non, libre? bonne question. Donc, on arrive à la question. C'est bien, c'est bien. Parce que ce soir, t'es obligé. C'est que si tu l'as pas fait, t'as pas répondu à ton obligation. Ok. C'est ça qu'on a dit. On parle de la matzah du Maror. Mais on était libre avant. Ça dépend. Avant de dire ça. Il y en avait qui étaient libres, il y en avait qui étaient étaient esclaves. On était esclaves. Il y en avait qui mangeaient assis, il y en avait qui mangeaient accoudés. Chacun faisait sa On fait life ce comme qu'on il veut. voulait. Mais Là, ça, ce soir-là, tout le monde doit être là, accoudé. t'es obligé de ressentir cette liberté. C'est ça qu'on va voir. Chez Bechol, Alelot, car tous les soirs, Anach de l'année, Anach nous ochlim veshotin, on mange, on boit, comme on veut, ça veut dire ça, Ben Yoshvin, Ben Mesoubin, qu'on soit assis, accoudé, comme tu. Vous avez vu qu'on dit pas debout. Hein. Parce qu'à un moment, après l'achat, on ne doit pas manger debout. Hein. Donc Ben Yoshvin, Ben Mesoubin. Toute l'année, on fait ce qu'on veut. La position, elle importe peu. Mais là, Laïla Azé, mais cette nuit-là, Koulanou Mesoubin, on doit tous Koulanou. C'est qui Koulanou? C'est tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Hommes, femmes, enfants, tout le monde doit être accoudé. Pour manger, on parle de quoi? Donc de la matzah, de la mitzvah, c'est la matzah shmora, et les 4 coupes de vin. Pourquoi on n'a pas cette obligation toute l'année? Pourquoi Shabbat, tu ne me dis pas, papa, il faut boire le jus de raisin, parce qu'on a des enfants, on doit boire le jus de raisin accoudé? C'est ça la question. Pourquoi ce soir, particulièrement, on doit être accoudé? Et que si on l'a pas fait, on n'a pas réalisé la mitzvah, rebelote, on recommence, on remange la matzah, on reboit les coupes de vin. C'est ça la question, la quatrième question. C'est ça les 4 questions de base. Pardon, parce que évidemment, vous avez compris que tout le reste, il y aura une tonne de questions maintenant, parce que ils vont arriver. Et donc, la Haggadah va être en fait le début des réponses. Parce qu'on va l'expliquer. Donc on part du principe que le petit, il ne connaît pas. Mais notre bon problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le petit, il connaît. Tant mieux, grâce à Dieu. C'est inversé. Ils connaissent. Et donc, il va falloir qu'ils soient au top. Et donc, c'est comme ça qu'on va voir maintenant. On va commencer avec le paragraphe de Avadim, Aïnou. Le père, il va commencer à répondre à l'enfant. D'abord, en commençant avec Rasra. Parce que toute l'idée, c'est que la Haggadah doit terminer positivement. C'est ça, c'est Matril, Begnout, Gnout, Messayem, Meshvar. On commence avec angoisse. On rappelle l'amertume, effectivement. Ça, Avadim, Aïnou, nous étions des esclaves. Et on doit terminer avec la bracha de la Géoula. Et on y va. Alors, et là on ramène, du coup il a posé des questions le petit, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ramène le plateau. On ramène le plateau, c'est logique. Ça y est, nous on a voulu intercepter sa curiosité, on a voulu le capter. Maintenant qu'on l'a capté, on remet le plateau du Seder à sa place devant le Baal Habayit. Et pendant toute la récitation de la Haggadah, les matzot doivent être découvertes. C'est ça le principe. En fait, on ne couvrira les matzot qu'à chaque fois qu'on devra lever le verre de vin. C'est ça le principe. Sinon, elles doivent toujours être découvertes. Alors, c'est important, ça, je ne pensais pas en parler aujourd'hui, mais c'est important dans le plateau. T'as une photo du plateau par hasard? Ouais, non, mais par contre, on l'avait fait. Les matzot, elles doivent être en haut du plateau. Elles doivent déborder du plateau. Ouais, exact, on l'avait fait. Entre des serviettes. Entre des serviettes. Ah, si, tiens. Non, t'as le truc là. Tiens, mais c'est pas bien fait. Pourquoi entre deux serviettes? Si, c'est bien fait, parce qu'elles sont petites. Entre des serviettes. Quand on fait l'heure du plateau du Harizal, comme il y a des sphirotes, les matzot, elles Ah oui. Chokma Binadad. Ah oui, c'est pour ça, c'est comme ça. Ouais, c'est pareil. Là, vous avez le plateau, je sais pas si vous voyez bien. Vous avez mis des tout petites matzot là. Mais en fait, les matzot, elles doivent être là. Parce qu'elles doivent être sur le plateau, mais elles ne doivent pas recouvrir le reste. Non, tout doit être découvert. Et puis l'idée, bon, si on ne veut pas rentrer dans le sol, effectivement, elles doivent être au-dessus des autres, mais pas être posées dessus. Donc en réalité, pour ça, je vous dis, il faut de la place hein, sur le plateau. Sur la table déjà. Donc on a effectivement tous les éléments qui vont être là. Les matzot, elles vont être ici, au-dessus. Ça, c'est le top. Alors certains disent, bon, quand elles sont dessus, c'est pas grave, mais on voit plus les autres éléments. Donc l'idée, c'est de voir le droit, c'est de voir le betza, c'est de voir tout ça. Donc les deux matzot et demi, du coup, parce qu'on a cassé la matzah du milieu avant, elles se retrouvent ici. C'est bien qu'en fait, c'est très bien qu'il ait mis la matzah là. On voit bien qu'elles sont en haut. Ah oui, non, je parlais juste de sortir du plateau. Bah, elles sortent forcément. Mais c'est-à-dire qu'elles doivent être sur le plateau, parce qu'elles doivent être sur le plateau, mais elles vont déborder quoi qu'il arrive. Et donc découvertes. Et on commence. Le père, il est en train de répondre au fils, pourquoi cette nuit-là, il y a toutes ces modifications.
On va voir maintenant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le petit texte en haut à droite. Umefar Eshlo al Piaktuvim, il va lui expliquer selon les versets qui sont mentionnés dans la Torah. Shashinuyim hem les zecher avodatenu, avdutenu, pardon, bemitzraim. Que tous ces changements sont relatifs au souvenir de notre esclavage en Égypte et ou Geulatenu, et de notre liberté. Il y a les deux. Parce qu'il y a deux notions monumentales en fait dans la soirée de Pessah. Il y a et l'esclavage et la sortie et la délivrance. Tu es obligé de parler de l'esclavage pour parler de la délivrance. Et donc on commence comme ça. Donc la réponse du papa. Avadi maïnou les pharaons ben Israël. Nous étions chez Pharaon en Égypte. Pas mal. D'abord tu places la scène. Nous étions d'abord chez Pharaon en Égypte. Donc il y a l'idée qu'on était chez Pharaon. C'est pas quoi le problème qu'on est en Égypte. Hein. Parce qu'on aurait pu être en Égypte et être tranquille. On peut être chez Pharaon partout, ailleurs. Ah, ça c'est après. On était chez Pharaon en Égypte. Donc le problème c'est que c'était Pharaon le patron. Et que le Pharaon c'était le mal. Vayotzienu Hashem Eloheinu Misham. Et Hashem notre Dieu nous a fait sortir de là-bas. Donc là on a une indication. Hashem Eloheinu, Hashem notre Dieu. C'est-à-dire qu'Hachem il nous a choisi. Rappelez-vous quand on a fait le Chovat El-Vot, pourquoi on dit Shema Israël Hashem Eloheinu, c'est que bien qu'Hachem il soit le Dieu de tout le monde, il est particulièrement notre Dieu parce qu'il nous a choisi. Ça va se faire maintenant, le choix. On a dit, c'est vrai que c'est Matan Torah qu'il a confirmé ce choix, mais ce choix il a commencé avant déjà. Donc Hachem, notre Dieu, a aussi l'idée de Hachem ici, le Dieu miséricordieux, alors que Pharaon disait que non, effectivement je crois en un Elohim, en un Dieu qui punit, qui frappe, mais pas du tout. Hachem, la preuve que non, il ne nous a pas frappé à nous. Hachem il a montré toutes les puissances qu'il voulait, enfin pas toutes, mais il a montré. Donc c'est ça, Vayotzienu Hashem Elokeinu, c'est Hachem notre Dieu qui nous a fait sortir de là-bas, sous-entendu, et pas Moïse. C'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est pas Moshe Rabbeinu. Entre guillemets, entre parenthèses, ça n'avait pas été Moshe, il s'en est servi comme intermédiaire, on doit faire preuve de gratitude quand même. Mais ça n'avait pas été Moshe, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et Dixit, Megillah de Esther, c'est pas Esther, ça aurait été quelqu'un d'autre comme l'a dit Mordechai. Donc c'est Hachem, donc le petit doit comprendre, première chose, c'est comme tout juif doit comprendre l'ardoute d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Hachem. Avant tout, sache qu'il y a un Shem, il y a un Dieu, et c'est notre Dieu, c'est la base. Vous avez vu l'intelligence ici de la Haggadah? On a dit un juif, il peut faire toutes les mitzvot de la Torah, il peut pratiquer, il peut étudier 24 heures sur 24, s'il n'a pas conscience de ce que c'est Hachem, il n'a rien compris, il n'a pas les monas. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire le père, ici? La première chose qu'il dit à son fils, sache déjà qu'on a un Dieu qui s'appelle Hachem, et c'est notre Dieu. Il nous a fait sortir de là-bas. Et regardez le commentaire. Vélo kavadim abochim penadem. Et non pas comme des serviteurs qui fuient leur maître. Nous, on a toutes ces choses bêtes dans notre tête qui nous ont trompés, ces films, ces dessins animés. On les voit courir, les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi, ils courent? On a peur. Et de quoi ils ont? Comment ils peuvent avoir peur? Ah oui, c'est ça. De qui ils ont peur? Ils ont peur de Pharaon alors que j'aime les faire sortir. Enfin. Quoi? D'un autre côté, le film ou pas le film, les Béné Israël eux-mêmes, ils avaient peur. Ils se sont dit, de tout Pas ceux qui sont sortis. Tu nous as fait Il y sortir. a beaucoup qui sont restés, qui n'ont pas voulu sortir, mais ceux qui sont sortis, ils n'avaient pas peur. Ça fait 4 jours qu'ils avaient l'idole égyptienne, l'agneau attaché au pied d'huile. Quand on dit t'aurais dû nous laisser là-bas parce qu'on va mourir. Ça, c'est après. Ça va revenir et tout, ça c'est après. Mais là, à ce moment-là, on n'a pas peur. Maintenant, c'est vrai qu'on sort vite parce qu'il y a un problème de Toum'a qui est en train de nous happer. Ça, c'est vrai. Mais on ne se sauve pas parce qu'on a peur. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Hachem lui-même, il nous a fait sortir de là-bas. C'est pas qu'on s'est sauvé, il nous a fait sortir, on est sorti. Okay. Donc vous avez vu que là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de raconter la sortie d'Égypte. C'est comme ça que ça doit se passer, le sort du Seder. Hein. Donc tu comprendras quand plus tard on va lire l'histoire des Chachamim qui est en train de parler jusqu'au matin. Et bien c'est ça qu'on doit essayer de créer le sort de Pessah. On doit essayer de créer ce débat avec les enfants. Et on a dit s'il n'y a pas d'enfants, tous les hommes sont des enfants, parce que on a dit qu'est-ce que c'est un enfant? C'est quelqu'un par définition qui ne connaît pas encore. Donc tu peux avoir un bonhomme de 80 ans qui découvre ce que c'est Pessah réellement, et ben on doit ouvrir ce dialogue. Le problème c'est si tout le monde sait, si tout le monde on va dire, Impossible. ils ont le même niveau.
tu veux faire. On a dit, Afilou Talmidei Chachamim, on va le voir. Kolanu Nevonim. Oui, je suis C'est d'accord. Alors, Mais ça après, se joue que- C'est l'histoire des 5 sages à Bnebrak. Ça se joue à des cheveux. Bah, les 5 sages à Bnebrak. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazarana. Ils connaissaient. Et Ouais, ils mais ont mis dans justement, le ils peuvent aller à des débats, genre à des summums de. Donc, c'est qu'il Parce a que bien. justement, imagine Ça marche que, pour tout, genre, alors imagine 5 ignorants, ou 4, ou ce que tu veux. Et ben, à leur niveau, ils devront développer. Ouais, mais justement, à leur niveau, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, qu'est-ce que tu veux qu'ils développent. Ok, ils ont sorti des trucs. Et ben, c'est ça, et ben, je suis en train de te dire qu'en fait, la Haggadah, Chacun son niveau. la Haggadah traduite, c'est le strict minimum. Oui, donc ils ont rien à rajouter, ils peuvent rien raconter. Bah, c'est déjà ça. Bah, si, ils vont raconter la base. Mais quand tu t'aperçois que finalement, même la base, bah, c'est que la base. Ouais. C'est quoi être esclave, c'est quoi être avoir Hachem. Moi j'ai le même niveau, je sais, je sais, et les trucs, ils connaissent toute la traduction de la. Bah non, parce que si le type, depuis Purim, il a assisté à un cours de Torah à la synagogue, C'est une question perso. où il a appris un chidouche sur Pessah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rapporter. C'est ça l'idée. Il va au moins rapporter quelque chose de nouveau. Même s'il pose juste des questions, il s'interroge, c'est bien aussi. Au moins qu'il s'interroge. Enfin, Au c'est moins. pas très grave de pas avoir les réponses déjà dans la question, c'est pas mal, c'est que tu te réfléchis, c'est le but du jeu aussi. Mais tu vas sentir une insatisfaction ou un Tant manque. mieux, tant mieux. Ah oui, d'accord. Mais t'as Que fait ça va. ton- Amen, Ouais, ça appelle après à une Ouais. étude. T'as fait la moitié du travail. Ah ouais. Moitié, je dirais pas, mais on a fait un peu de travail. On a vu que finalement les réponses. Non, mais voilà. Mais l'idée, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Donc la base de la Haggadah, c'est le récit. Mais on s'aperçoit que ce récit, il amène à tellement de questions. Tu vois, on a reposé la question Shabbat. Non, j'ai pas posé la question samedi soir. En quelle année on est sorti d'Égypte, finalement? C'est très grave, les amis, arrêtez. C'est marqué là-haut. Vous avez pas cherché depuis l'autre fois? Si, 2161. 2048. On est sorti en. 2408. On a dit 2448. Ah oui, 24, 48 heures. Voilà. Donc il y a combien. 48, on dirait un code, tu vois. Maintenant, si tu dis en 2448 aux gens, 24, 48. ils n'arrivent pas à se situer. Impossible. Donc ça fait combien de temps qu'on est sorti Ah si, d'Égypte? il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. Non? Ah mais non. Non, il n'y a pas 3000 ans. On a dit ça, on s'est fait déchirer déjà. Il y a 3000 ans, c'est Oh. pas. Tu dis à ta femme, ton anniversaire, je le ferai 2 semaines après. Il y a 3300. Ah, ça va, 2 semaines d'écart, c'est pas très grave. Après, Essaye. pour situer, non mais au moins pour situer. Bah non, même 3000 ans, c'est pas, non, c'est pas vrai. Plus que 3000 ans, beaucoup plus que 3000 ans. Non, 5000 quoi. 3400. Non, 5000. Ah, il y a déjà 4 secondes d'écart. Ok, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. C'est juste pour se Non, mais, situer, genre. non, mais encore une fois, on est en train de fêter l'anniversaire de sortie d'Égypte, on est obligé de savoir la date. Bah la date c'est sûr que c'est le 15 Nissan. Ouais. C'est sûr. Bon après l'année. Il y a, on fait 5781. 33. Non. Ok. 5781 moins 2448. Ah ouais. Et ça fait. 400. Tu rigoles quoi? Ah, ça fait ça, t'es sûr? Ah, c'est beau. Ça fait combien? Oui, c'est ça. 33. 3333. Toi, 1300. J'ai aucun mérite, c'est l'iPhone. 3333, donc c'est facile cette année. Que les 3. Ouais. Tu poses une question? Alors, donc, mais il faut pas que tu écoutes les réponses là, parce qu'on est en train de parler de ça. Non, je rigole. Il posait très 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 bonnes questions, il a des très bonnes réponses. Alors, on disait, ah vas-y Maïnou les pharaons, donc c'est ça. Quand on dit nous étions esclaves chez Pharaon en Égypte, bah Yotinu Hachem Elokeinu Misham, et Hachem nous a fait sortir de là-bas. Sous-entendu, pas comme des fuyards. On n'est pas parti comme des fuyards. Mais Beyat Razaka, c'est ça la suite du verset. Enfin, Ils du sont paragraphe. bras étendus. Avec une main forte. Ça rend puissant de son bras étendu. C'est de quoi d'un bras puissant? Alors vous posez la question, c'est quoi une main forte? Est-ce qu'on peut imaginer déjà Chazé Shalom qu'Hachem ait une main? Ouais. On avait dit ça. C'est très grave, c'est pareil. C'est pas la représentation de faire un truc. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par une main forte? C'est ça qu'il faut. Le petit m'a dit ça, mais papa, tu m'as dit la base de la Emouna Hachem, c'est qu'Hachem en le gouf, en le démoutagouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas de représentation corporelle. Il est très bon lui. Et tu me dis qu'il a du mal. C'est très, vous savez, c'est dangereux la gada. Il faut savoir répondre. Il est très bon ce tir. Ça. Dans une bonne école. Ça va, c'est intelligent. Beat Razaka avec une main forte. Alors je dis non, Beat Razaka, ça veut dire quoi? C'est le gars de Saint-Mandé. Baal Kocham, ça veut dire Baal Kocham chez la Mitzrim, contre le gré des Égyptiens. Comme s'ils avaient été saisis de force. C'est ça le Beat Razaka. Bien sûr qu'Hachem n'a pas de main forte. C'est comme si il y avait quelqu'un qui les avait contraints à laisser partir les enfants d'Israël. Alors c'est quoi la réponse? Malgré eux, contre la volonté des Égyptiens. Donc là, c'est une sorte de personnification
pour que le plus simple des enfants puisse imaginer, en fait, c'est ça l'idée, c'est pas imaginer Hachem, c'est imaginer que les Égyptiens, ils étaient comme menottés. Comme si quelqu'un, il les attrapait et il pouvait pas se déplacer. C'est ça le Yad Chazaka. Malgré eux, malgré les Égyptiens, Ubizroa Nituya, et avec un bras étendu. C'est-à-dire quoi avec un bras étendu? Begalouille, Le'ain Keli. C'est quoi un bras étendu? C'est que quand je lève le bras, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le voit. Tout le monde voit ma main. Sous-entendu que la libération, elle s'est faite aux yeux de la planète entière. Ça n'a pas été quelque chose qui a été fait en cachette ou quelque chose où. C'était galouille. Ça a été ostentatoire. Mais galouille, les kol. À la vue de tous. Maintenant, si tu te dis, maintenant qu'on a vu ça, si tu te dis, regardez, oui, mais attends, ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est pas nous. C'est qui? C'est nos ancêtres. Comment tu peux dire, papa, nous étions les esclaves? Je n'étais pas esclave, moi. C'est vrai, c'est la première fois que je dis, nous étions esclaves. Non, nous, on n'était pas esclaves. Eux, ils ont été esclaves. Et ça va être les questions qui vont arriver dans le rachat, etc. Ou le tam, ou même le haram. Mais eux, ils étaient esclaves. Moi, j'ai pas été esclave. Comment tu peux dire, nous étions chez Pharaon en Égypte? J'étais pas chez Pharaon, il y a 3303 ans. Le relief comme ça. Alors, à cela maintenant, en fait, c'est une réponse qui arrive à cette question qui est implicite. Mais effectivement, mon fils, tu as raison. Tu as raison, nous, on n'était pas. Mais si Hachem n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, Adaïn Anachnu, nous y serions encore. Uvanenu, Anachnu, nous, Uvanenu, et nos enfants, Ubne Vanenu, et nos petits-enfants. Mishou Badi, Maïnou, les Pharaons israéliens, on serait encore esclaves chez Pharaon en Égypte. C'est pour ça que je dis qu'on y était. C'est-à-dire que si Hachem n'avait pas sorti nos ancêtres, bah tu saches qu'on y serait encore. C'est ça le Abadi Maïnou. Donc tu peux soit traduire Abadi Maïnou, nous étions, soit nous serions. Mais il faut dire nous étions, parce que la réponse elle arrive après. Nous étions, pourquoi je parle du principe que nous étions en Égypte? Parce que si Hachem n'avait pas fait sortir en Égypte, sache qu'on y serait encore à Ramsès. On y sera encore quelques années plus, mais quoi qu'il arrive, il devait nous faire sortir. Non, alors regarde, alors, très bien. Regarde le commentaire à côté. Très bonne question. Super question même. Mishum shikimaat ve'en tigva l'umat mishatachat uma acheret ba'artza li'ichet mena. Parce qu'une fois qu'un peuple est asservi dans un pays, même s'il était censé sortir, il a presque plus d'espoir de sortir. La preuve. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? D'accord, on est bien, on est en galoute là maintenant. On va en Israël. Bon, c'est vrai que cette année, il n'y a pas d'avion. C'est vrai, il faut avoir le passeport vert. C'est vrai. Faut avoir ses yeux. Mais à part ça, là c'est la vraie galoute cette année. Qu'on puisse pas aller en arrêt d'Israël, c'est la vraie galoute. Ouais. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi on était en galoute? On pouvait sortir, on te dit. Quand un peuple est en galoute, même s'il pouvait sortir, il ne sort plus. Donc c'est ce qu'il dit. Si Hachem, c'est ça le début, il ne nous avait pas sorti lui, on ne serait jamais sorti. On serait encore chez Pharaon. C'est énorme. Il y en a qui sont restés. Hein. La preuve, la majorité est restée. La majorité C'est un nombre de est restée. Stockholm. C'est un peu ça. Ils ont encore. On n'a pas lu tout le paragraphe, on est qu'au premier paragraphe. Hein. Vous vous rendez compte tout ce qu'il est en train de, tout ce que ce passage est en train de dévoiler ici. C'est quoi? Non, ouais, c'est quand un peuple il est en galoute, quand il arrive, il a Dès qu'un tendance à peuple, vouloir rester, en fait. dès qu'un peuple est soumis à un autre peuple, dans cette terre-là, il a presque plus d'espoir de sortir. Donc c'est pourquoi je pars du principe que c'est comme si nous étions nous-mêmes en esclavage, parce que si Hachem n'avait pas sorti nos ancêtres, on y serait nous aussi. Donc en quelque sorte, on a été esclaves. De justesse en fait. Enfin de justesse. Hachem nous a sortis. C'est pour ça donc la première phrase, Vayotienu Hachem Lokinu, c'est Hachem qui nous a fait sortir. Auquel cas, si ça n'avait pas été lui, malgré le fait qu'il y avait eu un pacte entre Abraham et nous, et Hachem, de 400 ans, et ben on y sera encore même 3333 ans plus tard. Oui, le fait que, ça me fait rebondir, mais le fait que quasiment tout le monde n'est pas sorti. En réalité, ce qu'on sait, il y en a plein. On est mort, tu veux dire. Ouais, est mort, du coup, mais puisqu'ils ne sont pas sortis.
est-ce que c'est pas une forme on rompt avec la promesse, tu vois. Abraham, quand il dit, Hachem, quand il dit, en gros, je les choisirai, etc., et je les emmènerai vers une terre, etc. Bah, c'est Il n'a pour ça- pas dit, ceux qui veulent, Bah je oui, les emmènerai oui. vers une terre. Il a Oui, dit, je les bah, emmènerai. c'est pour ça que ça n'a pas été la délivrance finale. C'est ça que Moshe ne veut pas partir, veut pas libérer le peuple, parce qu'il dit tu vas libérer le peuple pour rentrer dans un nouvel exil. Pourquoi on rentre dans un nouvel exil? Parce que ça n'a pas été une délivrance totale. Comme tu as dit, il y a les 4/5 qui sont morts. Ouais. Donc c'est pas ça la promesse? Pas celle-là? Si, c'est de sortir le peuple, mais comme tu as dit, le peuple n'est pas sorti entièrement. Oui, mais donc du coup, la promesse, elle n'a pas été tenue comme elle a été annoncée. Bah non, c'est pour ça qu'on n'a pas fini, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on avait déjà enseigné dans un cours que quand le Mashiach reviendra, quelle va être le premier travail qu'il va faire? Ça va être quoi? De retourner en Égypte et de ramener ceux qui sont morts en Égypte. Et c'est là qu'il va terminer la Géoula. Donc non, elle n'est pas terminée. Ok. Ah, donc la promesse, elle n'a pas encore été. Elle n'est pas effective à 100%. Voilà. Effectivement. Ah, ok, d'accord. Effectivement. Je savais pas. D'accord. Mais pour ceux qui sont restés, ça a quand même été une délivrance, ça faut pas oublier. Que malgré tout, Bien sûr. ça va nous donner la Torah. Mais c'est vrai qu'il y en a encore 4/5 qui sont là aujourd'hui qui sont encore là-bas. Sans compter ceux qui sont morts dans le désert. Où les Rahamim disent que le Mashiach, il va refaire toutes les étapes du désert pour récupérer ceux qui sont morts Ouais. dans le désert. Donc ils font partie de la promesse. Exactement. C'est pour ça qu'on va parler de Mashiach l'année prochaine, si tu veux, avec Mashiach. Parce que c'est lui qui va idéaliser la sortie d'Égypte. Ok. Maintenant, va à Filou, Kulanou Chachamim. Maintenant, si tu me dis. Mais attends, papa, on connaît, n'est-ce pas, Dan? Si tu dis, il a besoin de parler d'Égypte, ça y est, je connais. J'ai vu tout le film, j'ai vu tout le dessin animé. Ma morale m'a pas laissé tranquille avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il répond, le père? Va à Filou, Kulanou Chachamim. Allez, même si nous étions, admettons, tous des Chachamim. C'est quoi des sages? C'est quoi quelqu'un de sage qui a la sagesse? Alors là-bas, au niveau de la chorma, de la science, de la connaissance, chez Shamanou, même si on avait déjà appris ça, parce que tu dis papa, tu m'as déjà raconté ça l'année dernière. Regardez, chez Shamanou, même si ça nous l'avons appris de nos ancêtres, ça qui fait qu'on est chacham, qu'on le sait. Kula nous nevonim, même si on l'avait compris par nous-mêmes. La vie d'avar mitor d'avar, c'est-à-dire à partir de mon étude et à partir de ce que je comprends, de ce que tu me dis, je vais encore plus investiguer et enquêter. Ben, même si nous avons été des chachamim, même si nous sommes des nevonim, même si on connaît toute la Torah par cœur, parfaitement. Et en entre parenthèses, Kulanu Yodim, c'est pourquoi nous connaissons toute la Torah? Parce que Becholam Hayom, rappelez-vous que chaque jour, Anu Ogim Batorah, on étudie la Torah, on la médite. Et au Mitar Kriata, lorsqu'on la lit, on raconte la sortie d'Égypte. C'est quand? Parce qu'il y a la mitzvah de Kriyat Shema. Ah, ok. Et on parle de la sortie d'Égypte. Donc, papa, je connais la sortie d'Égypte. On en parle dans le schéma tous les jours. Et bien, quand bien même, mitzvah, allez-nous les saper b'tziat Misraïm. C'est une mitzvah. C'est quoi mitzvah? Obligation. Une obligation, c'est un devoir qui nous incombe de raconter ce soir la sortie d'Égypte. Entre parenthèses, il y a marqué Besimcha, avec joie, ou Beoda'a, et avec reconnaissance. Parce que toute l'année, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu vois, même quand tu fais le kidouche, Zechalitiat Mitzraïm. Mais t'es joyeux quand tu le dis? Est-ce que tu fais preuve de gratitude envers Hachem? Tu reconnais, mettons devant remercier Hachem tout le temps? Là, c'est ça le sentiment qu'il va falloir ressentir, qu'il va falloir avoir. Que là, on a l'obligation, comme l'année, mais cette fois-ci, de la raconter avec Simra, ce qui n'est pas le cas du reste de l'année. Toute l'année, tous les jours, on doit la mentionner, mais il n'y a pas marqué là-bas, Simra. Là, ici, il faut ressentir, c'est pour ça que c'est un chag. Et voilà que le père, il va rapporter à son fils, quoi? Une braïta. C'est quoi une braïta? Bah, c'est ce qui n'a pas été compilé dans la Mishnah. Bien, c'est un enseignement tanaïtique. Et qu'est-ce qu'elle dit, la braïta? Vichol amarbe, les saper bisat Misraïm, arezé meshubar. Il y a une braïta qui dit, regardez à gauche, même si de Talmidei Chachamim ils connaissent toutes les halachot de Pessah. Ah, c'est autre chose. Moi, je sais pas ça. C'est possible? Si, tu as la fin. Bah, moi, j'ai l'histoire qu'on raconte de Rabbi Eliezer. Non, Non, dans c'est pas la fini encore. photocopie. Ah, non. Tu l'as le Vichol amarbe là-bas. Ici? Tu parles dans ma galère Ouais. ou dans la tienne? Dans les deux. Bah, C'est la dernière Ah ligne. oui, d'accord, mais moi, il dit pas ça. Il nous est néanmoins commandé de raconter la sortie d'Égypte et celui qui compte Voilà. le plus abondamment la sortie d'Égypte. Maintenant, d'où ça vient celui qui compte plus? Ah, c'est ça la braïta. C'est la braïta. C'est pas qu'ils avaient de la braïta.
Parce que les pères, ils disent, papa, d'où tu sais, toi, que Vechol Marbé, Évident. que celui qui raconte beaucoup. C'est évident. Parce que moi, j'ai faim, je te dis, papa. Ils vont dire, d'où tu sais, toi, qu'il faut beaucoup parler ce soir. Tu as marqué dans la Torah qu'il faut parler beaucoup de la sortie d'Égypte. Alors, tu dis, il y a une braïta. D'ailleurs, nous, cette braïta, elle se trouve où? T'es bien mignon de dire cette braïta, c'est trop facile. Alors, le père, il va dire, bah, regarde, dans Psachim. Kouftet Zaïd. Voilà. Oui, c'est très bien. C'est marqué. Page 116a, il y a une braïta là-bas. Et les Rachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Kol Marbé les saper, plus on se rallonge, Marbé, beaucoup, dans le récit de ce qui nous est arrivé en Égypte, de ce qui nous est arrivé en Égypte. B'tziat Mitzrayim, pendant la sortie d'Égypte. Alors, Arézé Meshubach. Cet homme-là, il est digne d'éloge. Pourquoi est-ce qu'on est digne d'éloge? Parce que plus tu le fais, plus tu rajoutes du kavod à Hachem. On a vu que c'était justement par rapport à ça qu'il n'y avait pas de bracha sur la Haggadah. Oui, parce qu'il y a les non-limites, une misa qui se détermine pas ou qui se ne délimite pas. Maintenant, regardez ce qui est très intéressant. Vous avez une petite annotation. C'est la notation Rafret. Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer le Père? Celui qui multiplie la sortie d'Égypte, le récit de la sortie d'Égypte, il est digne d'éloge. Hachem, il le bénit. On a dit d'abord, ça lui fait kavod parce que mon fils ne croit pas que je vais te parler de la sortie d'Égypte que pendant la Haggadah. Je vais t'en parler quand? Même après manger. C'est pendant manger et après manger. Pour tourner la page. Ah pardon, couvre la médaille. Moi je tourne parce que je vois tourner, mais genre. Parce que je veux tout le monde tourner. Mais non, on n'a pas fini. Ça, hein? Ouais. Pourquoi tu coupes le poulet en deux? Parce que ma mère, c'est ça? C'est comment ça, c'est encore là? Attends, je regardais un peu là-dessus. D'accord? Préparé. C'est ça qu'on est en train de voir. Alors les amis, ça, par contre, ça, il faut être intelligent pendant la Haggadah. Parce que n'oubliez pas, on a dit au début, Kol Jirfin était Veichol. Ça veut dire quoi? Celui qui a faim vient et mange. Celui qui a faim, il vient les mange. S'ils ont faim autour de la table, Ouais, il faut leur faire manger un petit truc avant. Faut faire un- alors on pourra goûter, on a dit quelque chose, moins 54 grammes, mais dépêche, la Haggadah. Ah ouais. Alors, attention, faire très attention. Lis la Haggadah, mais il va falloir que tu fasses le récit toute la nuit. Donc en fait, il va falloir que tu jauges avec la faim des gens, leur tempérament, parce que s'ils sont tristes toute la soirée, parce que le type il souffre, il a faim. Ce qui peut dire- Et toi, alors on va commencer, alors sachez, hein, chaque paragraphe va prendre 2 heures. C'est plus une sortie d'Égypte là, c'est plus une libération, c'est le gars, tu le ramènes en prison. C'est ça le but en fait, hein, c'est pas juste... Il est content de sortir. C'est le plus grand obstacle pour la Haggadah. La faim. Il faut être très intelligent, il faut penser à sa femme en premier. Elle est crevée. En plus, elle doit continuer à servir, et que le père il n'aide pas, le mari il n'aide pas, machin, c'est une tannée. Donc il faut penser à tout ça. Donc il va falloir raconter la sortie d'Égypte, faire la Haggadah, dans un temps, je pense, intelligent. Ouais, Mais attention, c'est ce qu'il dit, Vechol Marbé, Arézé Meshubach, attention, ne suffisons pas de la lecture simple et de la traduction, mais il faut continuer pendant le repas, après le repas, jusqu'à quand? Le schéma du matin. Mais quand t'as une table de 10-15 personnes, automatiquement t'en as toujours 2-3. C'est pour ça que En vrai, C'est ça qui est très compliqué. c'est pour ça moi bon après c'est mon avis propre. C'est pas Faut être un petit comité. C'est sûr. faut être avec sa femme et ses enfants Il faut les exclure. et ses parents. Voilà. Sa femme, ses enfants et ses parents. Chaque balle à baït. Après évidemment tu as autour de la table des gens qui ne connaissent pas, donc oui on est là pour ça aussi. Mais je vous rappelle que l'essentiel ce sont vos enfants. Vigata Levincha, c'est la suite. Alors bien sûr, Pessar c'est la fête de la famille, c'est normal, je vais à contre-courant de se dire ça, mais c'est la réalité. C'est les enfants d'abord. Chaque père avec ses enfants parce que c'est eux qui vont transmettre demain. Toi, t'as un enfant de quelqu'un, donc toi aussi. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est pour ça que je dis avec tes parents. Le pauvre mon rock, je vais lui poser des questions. J'ai tout écrit. Non, c'est enregistré, donc il voit ton père le cours. Quand on partage, ouais. Quelle honte. Tu viens tout garder pour lui, il va sortir 25 ans. Le blanc. Alexis. Le pauvre, bien sûr que non. Au contraire, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais voilà, donc c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est qu'il ne faut pas faire faut pas être plus de sadique que de sadique. Sous prétexte qu'il faut raconter la sortie d'Égypte, tu fais souffrir tout le monde de la faim. Ouais.
C'est n'importe quoi, t'as rien compris alors. Oui, d'un autre côté, il grogne de toute façon. Ouais. Il a L'un raison. dans l'autre, si tu grognes, tu grognes, autant y aller. Même si tu fais en 5 minutes, ça va aller quand même. Ouais, et à part si tu l'as tous les mots, tu fais la visite, c'est bon, on a fini. Non. C'est pour ça que. Non, mais c'est pour ça Vous que. comprenez quand Non, même, mais c'est vrai ça que va c'est trop pas vite. mal. Tu vas une cadence acceptable pour tout le monde. Et organiser pendant le repas, celui qui veut, tu te mets à côté de lui et tu kiffes. C'est ça, on va Non, c'est pas celui qui veut, tu l'imposes. Ah non, mais tu. C'est pour ça que moi je dis non, tu l'imposes dans le sens. Imposer, ça veut dire imposer avec intelligence. T'invites quelqu'un, t'invites le cousin par exemple. Tu préviens avant, ça marche très bien. Oui, mais comment? Tu lui dis viens à la maison ce soir-là, par contre, je te préviens, c'est long, il y a beaucoup de Non, prières, même beaucoup pas, de même pas lectures. comme ça, même Si pas. tu veux pas, c'est pas grave. Non, parce qu'il faut le ramener le pauvre le Tam. D'accord. Non, il faut seulement tu sais, on va kiffer ce soir. Je vais te faire la sortie d'Égypte, de Aleph jusqu'à Tav. Bon, tu vas vivre l'Égypte. Déjà, un bête, il va être comme ça. Tu vas vivre l'Égypte et si tu peux venir déguisé, c'est encore mieux. Voilà, c'est tout. Le type, il sait à quoi s'attendre. Il sait que ce soir, on va parler de la sortie d'Égypte. C'est tout. Dès que tu vois que pendant le repas, ou après le repas, ou avant, ou pendant, ça commence à bifurquer discussion, hop, tu reviens. Attends. Avant de parler de foot, il y avait un truc que je veux vous dire. Bon, c'est le Bayern. L'équipe de Ramsès. Le Bayern, il va les esclater, mais il y avait l'équipe de Ramsès, effectivement, qui était dangereuse. Tu remets dans le sujet, obligatoire. Ce soir, on ne fait que ça. C'est la seule soirée de l'année. 2 soirs si on a la chance d'être en France. C'est une chance. Des persos, quand tu as le rattrapage du ZMCDR, parce que tu sais que la première fois, le professeur t'étais fatigué, machin, etc., au moins tu peux partager aussi. Tu as 45 000 questions ou 45 000 réponses à donner. Partage, garde un peu pour le premier soir, parce qu'il vaut mieux le faire d'ailleurs, et garde un peu pour le deuxième soir. Ok? Donc c'est ça, Arézé Meshoubar. Pourquoi est-ce qu'on est digne d'éloge? Parce que d'abord on fait la mode Hachem. Plus on parle de la sortie d'Égypte et plus on donne de l'honneur à Hachem. Et puis on a dit, parler de la sortie d'Égypte, c'est pas pendant la Haggadah uniquement, c'est toute la soirée. D'où je sais ça? Est-ce qu'on a une petite preuve que c'est vrai? Toute la nuit. Et bien c'est la logique de la suite. La preuve, Maaseh Berabi Eliezer. La preuve qu'on doit être marbé. On doit multiplier la sortie le récit, et qu'on ne doit pas se suffire simplement de la lecture de la Gada. La Gada va te ramener la preuve tout de suite. Cet événement, Maaseh Berabi Eliezer, cette fameuse preuve, cet événement de Maaseh histoire de Rabbi Eliezer qui était avec Rabbi Yoshua, et de Rabbi Lazar Ben Azaria, et de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, les 5. Je crois que j'avais dit 4 tout à l'heure, 5. Ils étaient Mesoubin Bivne Vrak. Ils étaient accoudés, affalés. Positivement parlant, vous avez maintenant, vous avez la mitzvah d'être sur le côté gauche. Bivnebrak, Abnebrak. C'est quoi Bnebrak? Shem Makom. Entre parenthèses. L'endroit d'un endroit. C'est le nom d'un endroit. Alors aujourd'hui, en 2021, tout le monde connaît Bnebrak. Mais il y a 2000 ans, Bnebrak, c'est peut-être pas connu encore. C'est sûr que c'est pas connu. Pas comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on te dit Bnebrak, c'était un endroit, c'est le nom d'un endroit en Israël. Ve'ayou mesaperim b'tziat Mitzrayim, et ils étaient en train de raconter la sortie d'Égypte. Donc on est en train de parler de 5 monuments de la Torah. Ils sont en train de raconter comme si, parce qu'on n'a pas marqué qu'ils étaient en train d'étudier. Alors bien sûr que forcément ça va, ils en sont arrivés à des secrets monumentaux. Mais le but c'est de raconter la sortie d'Égypte. Pardon, c'est juste après la destruction du temple, non, c'est ça? Oui, parce que Rabbi Akiva, oui. Ve'ayou mesaperim b'tziat Mitzrayim, ils étaient en train de raconter la sortie d'Égypte. Kol oto halayla, toute cette nuit. On parle pas de la Haggadah là. Et regardez le commentaire avant de tourner la page. Dernière ligne du commentaire avant de tourner la page. Leila Pessar, c'était la nuit de Pessar. Sheachar sheishlimu seder mitzvot halayla. Après qu'ils aient fini l'ordre des mitzvot de cette nuit-là. Ça veut dire qu'est-ce que c'est l'ordre des mitzvot? Matzah, Le Maror. matzah, le maror, alors que la Haggadah, elle va avant le matzah. Donc ils ont fait la Haggadah, ils ont raconté la sortie d'Égypte. Les Gadadra. Ils ont mangé la matzah, ils ont mangé le maror. Et une fois qu'ils ont ishlimu seder mitzvot là, qu'ils ont fini le seder, ils trilou les sapers. Ils ont commencé à raconter la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Haggadah, elle n'est pas suffisante. C'est la base, je vous ai dit. Il y a un peu de mise dans la Bible, hein. Ils sont eux dans la Haggadah.
Hein? Ils étaient eux dans la. Ah non, ils étaient pas encore. Pas encore. C'est ça. On les a rajoutés après. C'est ça que effectivement, on va voir que on a dit le corpus de la Haggadah, il a été instruit par le Anshei Knesset Gedolah, les membres de la grande assemblée, c'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et que mais que doucement, il y a des passages qui vont se je cherche un autre mot où j'avais. Donc s'incorporer. Et qui va mettre en place tout ça de façon très propre, c'est l'époque des Géonim. Alors dis-nous la période des Géonim. Rafraï Gaon. Voilà, ça commence quand? C'est le premier des 969-1038. Voilà, c'est là que tout va être ritualisé de la façon la plus parfaite. C'est bien, c'est extraordinaire cette phrase. C'est encore mieux qu'on sera accroché, mais. Et tu vois, vous faites le malin, moi aussi je l'ai en plus. Ah, mais c'est exceptionnel. Alors, on va Ah, il est là, voilà. C'est de l'autre côté. Travail Gaon. C'est le feu, ça. C'est magnifique. Donc, la période des Géonim, elle commence quand? On a dit À peu près en 969. 940, 938. C'est à cette période-là que les Géonim arrivent et qui vont véritablement cadrer à fond. On va tous avoir la même Haggadah à partir des Géonim. Mais sinon, le corpus, il était déjà là. Et donc, l'histoire de Rabbi Eliezer et de ses acolytes, qui étaient assis à Bnei Brak et qui racontaient la sortie d'Égypte après avoir fait tout le Seder de Pessah. L'Hydroche, et là effectivement l'Hydroche ou le Daïek qui sont rentrés dans les psukim, ils les ont étudiés, ils les ont interprétés, ils les ont expliqués. Des Kolkar, ils l'ont tellement fait, et là on peut tourner la page les amis, Et là, t'es à quelle page? Kouf la Medbet, Bah oui. chez effectivement Hatshebaou Talmidéem Vamulem. Ils ont tellement pas ressenti le temps passé, cette nuit-là, que sont arrivés leurs élèves, Vamulem, ils leur ont dit, rabotez-nous. C'est l'heure du schéma. Rabbanim, nos maîtres, Igiazman Kriyat Shema Shacharit est arrivé le moment de la mitzvah de lire le schéma du matin. Donc c'est-à-dire quoi? Est arrivé l'aube. Et dès qu'arrive l'aube, il faut commencer le schéma. Et ensuite enchaîner avec la tfila pour faire la mida au lever du soleil. Donc papa, d'où est-ce qu'on apprend? On a une preuve on doit faire ça toute la nuit? Voilà, la Haggadah t'a amené la preuve d'histoire. Alors on continue. Vous voulez quelque chose avant? Non. Manger, boire? Oui. Prenez la cuisine au frigo. Je savais, hein. Alors, Amar Rabbi Elazar Ben Azaria, voilà le nouveau paragraphe qui arrive. Donc maintenant, en fait, finalement, qu'est-ce que c'était tout ça là? C'était une petite introduction. Éveiller les questions avec le Manishtana, l'importance de parler de le début de l'histoire. On était en Égypte, effectivement, on a expliqué. La preuve qu'on doit le faire toute la nuit, il y a une logique dans la Haggadah. Et maintenant, on commence cette mention. La mention, déjà, la première question, papa, est-ce qu'il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte la nuit, déjà? Alors, la question, elle est antérieure à la Haggadah. Regardez la suite. Amar Rabbi Elazar. Parce qu'il y a la question qui se pose, c'est pas uniquement sur Pessah. Pessah, c'est sûr que c'est une obligation. Mais y a-t-il une mitzvah, on va déjà répondre à la question, y a-t-il une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, de mentionner la sortie d'Égypte toutes les nuits de l'année? Parce que vous avez remarqué que dans le Manishtana, on n'a pas dit, papa, quelle différence il y a avec les autres nuits? Il n'y a pas de différence au niveau de la sortie d'Égypte. Puisque toutes les nuits racontent. Maintenant, d'où on a une preuve qu'il faille raconter la sortie d'Égypte la nuit. Alors on arrive à ce fameux passage très mystérieux que Raphaël va nous lire, dont Raphaël va nous lire la traduction. Et j'ai envie qu'on m'explique de quoi on parle. Je vous en supplie, de quoi on parle. Amar Rabbi Elazar Ben Azaria, vas-y. Rabbi Elazar, fils d'Azaria, disait: Voici que je suis comme un homme de 70 ans, et pourtant je n'ai pas eu le bonheur de comprendre pourquoi il faut mentionner la sortie d'Égypte dans la nuit jusqu'à ce que Ben Zoma nous en donne l'explication. Ah, continue. Il est écrit: Afin que tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte. Les jours de ta vie, ce sont les jours. Tous les jours de ta vie, ce sont aussi les nuits. Les autres sages disaient: les jours de ta vie, c'est ce monde-ci. Tous les autres jours de ta vie, cela inclut les jours du Mashiach. Voilà. Quoi, il dit? Bon. Merci.
Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est bien, Razak, merci. Donc, Bien, alors, oui. qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce qu'on a compris la démonstration? Là, il veut nous prouver qu'on a l'obligation de lire, de mentionner la sortie d'Égypte toutes les nuits de l'année. Qu'est-ce qu'on a compris? Sachez que ce passage qu'on lit à Marie Lazare, c'est un copier-coller d'une Mishnah qui se trouve dans Masechet Brachot. Ah, je me disais que j'avais déjà vu ça quelque part. On est dans Masechet Brachot, page 12b. Alors regardez, et effectivement la Gemara et la Mishnah elle dit Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Qui était Rabbi Elazar ben Azaria? Rabbi Elazar ben Azaria devait devenir le Nassi, le prince d'Israël. Le problème c'est qu'il n'a que 18 ans. Il a au-dessus de lui des maîtres monumentaux. Et il y a eu un miracle. Un matin, le jour de son élection, la nuit, il y a eu un miracle. Et alors, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit qu'il y a 18 rangées de poils blancs qui lui sont sortis. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai comme 70 ans. Enfin, quoi, j'ai comme? Il n'avait pas 70 ans, il a 18 ans là, quand il parle. Mais Hachem lui a fait un miracle pour qu'il ait une apparence d'homme respectable au niveau de sa chorma. Il lui a fait pousser la barbe blanche. C'est ça. Et il dit, et malgré le fait qu'Hachem il a fait attention à moi pour que je devienne le Nassi, vous vous rendez compte, le prince d'Israël, c'est le patron. Et que j'ai donc le niveau, malgré cela, je n'ai toujours pas trouvé la preuve dans la Torah qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte le soir. La nuit. C'est ça qu'il est en train de dire dès le début. On recommence. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria dit, c'est au moment où il a été choisi comme étant le Nassi, alors qu'il n'a que 18 ans. Areani Kevet Shivim Shana. Voici, j'ai comme 70 ans. C'est-à-dire, j'ai l'apparence d'un homme de 70 ans par rapport au miracle dont je viens de vivre. Que je viens de vivre, pardon. Vélo Zachiti. Ça veut dire quoi, Vélo Zachiti? J'ai pas eu le srout. J'ai pas eu le mérite, c'est-à-dire je n'ai pas réussi à prouver aux autres sages, parce qu'apparemment tout le monde se pose la question, d'où on apprend dans la Torah qu'on doit lire tout à l'heure j'avais fait ça. Qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte. En fait, c'est quoi la question qui est posée là-bas? Le schéma, il est fait de combien de paragraphes? 3 paragraphes. Lequel parle de la sortie d'Égypte? C'est le 3e. Je veux une preuve qu'il faille, dans le schéma du soir, mentionner le 3e paragraphe, Vayomer. C'est ça la question là-bas, qui était des questions dans la Maseret Brachot. D'où on sait qu'il faut dire Vayomer, Hachem, Eloge, des Aber, Israël, et Bamartalem, Masulam, Tzitzit, etc. Mais on l'avait vu déjà, non? Non. C'est pas que tu diras à ton fils. Pourquoi? Parce que quel est le problème? C'est la discussion. Pourquoi la discussion elle porte sur ça? Parce qu'on ne porte pas les tzitzit la nuit. La mitzvah, il y a marqué Uritem Oto, vous les verrez. Donc pour voir les tzitzit, il faut qu'ils fassent jour. Donc la question c'est de savoir d'où est-ce que je sais que malgré tout, je dois lire le schéma. Alors on te dit, je dois lire le schéma, le Vayomer, pardon, la nuit, puisqu'il est question des tzitzit. Alors on va te dire, parce que là-bas il est fait mention de la sortie d'Égypte dans le 3e. Or il faut lire la sortie d'Égypte la nuit. Alors la question maintenant, deuxième question, d'où je sais qu'il faut lire le schéma la nuit, ce qui me donnerait la possibilité, d'où je sais qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte la nuit, ce qui me donnerait la possibilité de lire le Vayomer la nuit, qui parle des tzitzit. Et les tzitzit, il faut les voir le jour. C'est ça la base de quoi il est question. Ici même. C'est ça la question de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est ça? Et donc qu'est-ce qu'elle, donc là c'est dans la Gemara de la Masechet Brachot. Donc qu'est-ce qu'elle fait la Haggadah? Et bien là-bas, on va prouver. Donc Rabbi Elazar dit, moi j'ai cherché. Malgré mon jeune vieil âge, j'ai pas trouvé. Hachem ne m'a pas donné cette chorma. J'ai pas eu le mérite de prouver aux autres ça. J'étais amer de prouver qu'on doit dire la sortie d'Égypte la nuit. Atidé Racha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma il vienne faire l'explication. Qui était Benzoma? Rappelez-vous, on en a parlé. Bien sûr, c'est parti des 4. Sur les 4 qui sont rentrés dans le Parnès. Et lui, Non, mais c'est pas une blague, vraiment. C'est bien. Et Benzoma, par contre, c'est celui qui est devenu fou. Hein? Ouais, c'est pas fou, mais malade, je crois. Oui, malade. Enfin, ouais. Non, fou, c'est les Shabbat. Benzoma, il est comparé au Tam. Ok. Et en plus, et qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais faut pas. Ça, c'est ce qu'on a étudié au prochain. Pas spoiler, ouais. Mais t'imagines,
Hach de Racha, Ben Zoma, c'est Rabbi Lazar qui dit voilà, jusqu'à ce que Ben Zoma il vienne et il fasse la dracha suivante. Moi, je sais pas, il paraît bien compris, il y a un schéma et tout. Parce que Ah non, il meurt. C'est écrit qu'on Il meurt, pense Ben Zoma. les tzitzit, on va les alors, enlever. lis-nous le verset du schéma en français. Il Tu vas voir. meurt. Même en hébreu, c'est pas. Vas-y, prends le chemin. Vas-y, pas chaque Tu vas 25. traduire directement. Vas-y, Michael. Non, c'est un hébreu. Ouais, Ouais, c'est justement. traduit. Justement. Traduction libre comme ça. À partir d'où Prenez paragraphe. Il meurt, ouais, Il meurt. Il est pas devenu fou. En français direct, peut-être. Comme tu veux. Et l'Éternel parla à Moshe en ces termes, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, vous ferez des franges, tzitzit, au coin de vos vêtements, Très bien. pour vos générations, et vous donnerez, et ils seront placés aux quatre coins de vos vêtements, et ce sera pour vous des tzitzit, et vous les verrez, Du moment où vous les verrez, c'est-à-dire qu'il faut les voir, donc c'est que le jour que la mise à les porter. et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de l'Éternel, que l'Éternel vous a données, et vous ne vous écarterez pas après votre cœur et après vos yeux, vers les... vers les... Rappelle-moi en hébreu. Peut-être sinon il y a le livre en phonétique. Ça. Non, dis en hébreu, c'est très bien, on y arrive, ça, c'est la fin. Le tatouage après va arriver à faire Oui, c'est-à-dire que après les tentations. voilà, vous ne serez pas allés aux dépravations de votre cœur et de vos yeux. Les man tiskeru, pour que vous vous souveniez, va citem et comme isotai, et que vous accomplissiez toutes les mitzvot, vitem kedoshim elo kechem, et que vous soyez Saint, comme moi saint je suis saint votre Dieu. pour votre Dieu. Et c'est là la sortie d'Égypte. Voilà. Ani Hachem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher Otseti Etrem Eretz Misraim, Qui vous ai fait sortir d'Égypte. Yot Lachem Elokim, Ani Hachem Elokechem, pour être votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. Non, maintenant, encore une fois, la mise des titis de ce passage Razak, Michael, bravo. Merci. Bravo. T'aimes pas, c'est pas rien pour rien. Ce passage de Vayomer, il est question là-bas des tzitzit. On sait qu'on doit lire le schéma la nuit. Maintenant, est-ce que le Vayomer peut rentrer dans le corpus du schéma de la nuit? Pourquoi est-ce qu'il ne rentrerait pas? Parce qu'on parle des tzitzit, or le tzitzit, il parle que du jour. Maintenant, les Ramim vont répondre, mais comme ça parle de la sortie d'Égypte, et que la sortie d'Égypte, il faut aussi en parler la nuit, alors on peut lire ce passage. Maintenant, la Gemara pose à Michel, elle pose la question, mais d'où je sais qu'il faut lire aussi le schéma la nuit? La sortie d'Égypte la nuit. De toute l'année, je parle. Alors Rabbi Elazar, il a dit, je sais pas, j'ai jamais trouvé. Bien qu'Hachem il m'a donné une chorma particulière, la preuve, il veut me rendre Nassi, il m'a fait pousser les poils blancs pour que je devienne le prince d'Israël. Malgré cela, je n'ai pas eu le zrout, le mérite de trouver la réponse. Et la Gemara, la Mishnah dit, jusqu'à ce que vienne Ben Zoma, et Ben Zoma, il a donné la réponse. Il a dit, il y a marqué dans la Torah, les Ma'an, Tizkor et Tiom Setecha Me'eret Misraïm, Kol Yemei Chanicha. Afin que tu te souviennes, il est écrit dans la Torah. C'est dans le livre de Devarim, chapitre 16, verset 3. Parce que ton fils, il dit où c'est écrit? Alors tu dis, chapitre 16, verset 3. On va savoir. Dans la Gada, tu n'as pas marqué les références. Afin que tu te souviennes du jour de ta sortie, le jour où je descends Me'eret Israël de la terre d'Égypte, Kol Yemei Chanicha, tous les jours de ta vie. Et effectivement, maintenant vous étudiez la Gemara, vous savez que chaque mot, il pèse. On aurait pu dire les jours de ta vie. Et pas la nuit. Il n'y a pas la nuit là. Il y a marqué tous les jours. Alors voilà ce qu'il va dire Ben Zoma. Le mot les jours de ta vie, c'est Ayamim, c'est les jours, quand il y a du soleil. Tous les jours. Le kol, le tout, il vient inclure quoi? Les nuits. Les nuits. Imechaïcha alelot. Maintenant, les Rachamim ont une autre explication. C'est pour ça qu'il dit j'ai pas réussi à prouver aux autres Rachamim. Parce qu'eux, ils avaient une autre dracha de ce verset-là. Donc c'est Qui tient bien ça. aussi. Qui se contredit pas forcément, mais ils ont une autre dracha. C'est ça, donc que le fait que les jours égale les jours et que le tous égale les nuits, que Ben Zoma il n'a pas trouvé, que Rabbi Elazar N'avait pas il n'a trouvé ça. trouvé. N'avait pas trouvé ça. Il a dit jusqu'à ce que Ben Zoma vienne m'expliquer que le mot kol, il vient inclure les nuits. Et comme le verset dit, les man tiskor, afin que tu te souviennes du jour où je t'ai sorti d'Égypte, tous les jours de ta vie, Hachem aurait dû dire les jours de ta vie, ou ta vie. Pourquoi il a dit tous les jours pour dire les jours quand il fait jour, donc le schéma, la nuit, la journée, la mise du schéma,
tous les jours, c'est aussi c'est la nuit. On a trouvé la preuve de dire Le passage du Vayomer la nuit. la nuit. Et implicitement, le schéma Israël, donc le schéma Israël, avec la sortie d'Égypte. Donc c'est-à-dire que le Pessah n'est, entre guillemets, n'est qu'un jour comme un autre, ou même s'il n'y avait pas été Pessah, le 15 Nissan, j'aurais raconté la sortie d'Égypte. Mais là, il y a une mise à particulière de le raconter, on a dit, avec simcha et reconnaissance. C'est ça qui est différent à Pessah. C'est fini là? Non. Ah oui. Vachachamim amrim, et les Chachamim, eux, ont dit aussi, le Yemei Chayecha. Si la Torah avait dit que les jours de ta vie, Haolam Hazé, c'est-à-dire dans ce monde, c'est-à-dire dans ce monde, ah ça c'est exceptionnel. On répond à une autre question monumentale. Monumentale, je voulais l'avoir dans le texte avec vous, mais on va le faire tout de suite. Même après la nuit de Mashiach. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut lire, qu'on a la mitzvah de lire le schéma, enfin de mentionner la sortie d'Égypte, une fois que Mashiach va arriver? Parce qu'on verra que l'essentiel, dommage, j'aurais dû garder le texte. Parce que qu'est-ce qu'on racontera une fois qu'on sera avec Mashiach? On devra raconter essentiellement la sortie des dômes. C'est incroyable, le Icar. Parce que c'est ça la délivrance finale, c'est ce qu'on attend depuis la carte du monde. Ça va être mise à jour. Il y aura la mise à jour. Maintenant, la question, c'est de savoir d'où est-ce qu'on apprend que bien qu'on va raconter essentiellement la sortie de la délivrance finale, d'où je sais qu'on aura toujours la mitzvah de raconter aussi la sortie d'Égypte. En plus de la délivrance finale. Alors là, les Chachamim sont venus dans Masechet Brachot et ils ont dit, il y a marqué Kol Yemei Chayecha. Yemei Chayecha Haolam Hazé, les jours de ta vie dans ce monde, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, le schéma. Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, les Avi Limot HaMashiach, ce sera les jours dans lesquels Mashiach sera déjà venu et qu'on aura connu la délivrance finale. Que même après Mashiach, on aura encore la mitzvah du schéma et de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et pourquoi on aurait pu croire qu'avec Mashiach, il n'y a plus le schéma, il n'y a plus la mitzvah de faire le schéma? Parce que, non, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et l'essentiel, parce non, que... Tant qu'on fait le schéma, on raconte la sortie d'Égypte. Donc on répond à cette Oui, obligation. mais puisque maintenant, oui, mais le Icar, certainement qu'il va y avoir une nouvelle mitzvah, c'est le Icar, c'est de celle d'aujourd'hui, de la délivrance d'aujourd'hui. Et que, comme on sait, quand on dit qu'il n'y aura que les fêtes de Purim, il n'y aura que les fêtes de Hanouka, Ouais. comme si finalement toutes ces choses-là deviendraient secondaires et qu'on va passer à quelque chose de nouveau, parce que c'est une nouvelle ère, Olam Haba. Et bien même Olam Haba, sache que l'obligation de la mention de la sortie d'Égypte, jour et nuit, est valable. Mais c'est ça, c'est Ben Zoma qui l'amène. Les Chachamim n'avaient pas parlé de ça. Ok, mais le Kol Yemei Chayecha, Enfin, oui, ils n'avaient pas parlé de ça. le Kol Yemei Chayecha, il est pas sur le Seder, il est sur tous les jours de l'année où on fait le schéma Israël et on dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et c'est comme ça qu'on raconte la sortie d'Égypte. Si quand il y a Mashiach, on fait toujours le schéma, on dira toujours je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et on aura toujours fait Kol Yemei Chayecha. Mais qui dit que ça c'est valable encore après le Olam Haba? C'est la question. Bah, si on fait schéma après Olam Haba, Regarde. du coup ça y est. Non, parce que... Sauf si on dit qu'il n'y a plus l'obligation de faire le schéma quand il y a Mashiach. Mais ça c'est pas... Je sais pas. Voilà. Il va nous dire. Regarde. Regardez la notation Yud Gimel. Zvarat Chachamim she'en chova laskrit Mitzrayim balayla. La pensée, la logique des Chachamim, c'était de dire qu'il n'y a pas d'obligation de mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Pourquoi? Parce que dans le verset, il est écrit les man, tiskor et yom, etc. Donc eux, ils ne faisaient pas cette rachat. Tu te souviendras du jour de ta sortie, le jour de ta sortie, donc comme là-bas, une question de yom, c'était que la journée. Ou mashma yamim velela, donc on entendait du verset que c'est la nuit et pas le jour et pas les nuits. Et donc c'est pour ça que Ben Zoma il va venir et lui va faire sa rachat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils écrivaient eux, les Chachamim? Pourquoi ils ne sont pas partis de ce principe au début? Ou Sefer Aora Kata, dans le livre de Aora, il est écrit chez Mishum, chez Ikara Geoula Aïta Bayom, parce que l'essentiel de la délivrance, elle a eu lieu dans la journée. Siberu Chachamim, donc c'est pour ça que les Chachamim, ils n'ont pas pensé qu'il fallait lire la sortie d'Égypte la nuit. C'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas toujours tenu compte de la journée. C'est vrai qu'on est parti dans la nuit, il y a eu la Makat Berorot, mais la sortie, elle va se faire dans le jour. L'Ifnot Boker, au petit matin, la mer, elle va s'ouvrir, c'est là que ça va se faire. Donc Benzoma, c'est un avis isolé en fait. Alors il dit, Omam cependant, Yeshmina Rishonim, il y a mis parmi les maîtres médiévaux, à Sovrim qui pensent chez Chachamim, non nechleku al Rabbi Elazar ben Azaria. Que les Chachamim, ils ne sont pas en marloquette, en discussion avec Elazar ben Azaria. Vega même, et eux, ils pensent aussi que Savrou, chez Yesh Leazkir Banelot, qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Et là, chez Da'atam, En Tsore Beribou Ilazé. Eux, ils pensaient qu'il n'était pas nécessaire d'apprendre du mot kol.
Pour eux, c'était évident, a priori. Et que le Kol, ils ne savaient pas. Et qu'eux, ils savaient de quoi du Kol? Yemot HaMashiach. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des... Eux, ils ne voulaient pas utiliser le Kol. Parce que pour eux, c'était une évidence qu'il fallait se mentionner constamment. Alors d'où il y a l'évidence? Ça, c'est une bonne question. Mais le Kol, il vient Riboug et Yemot HaMashiach. Maintenant, ce que j'avais vu dans le texte, dans le pérouge qu'on avait expliqué la dernière fois dans les photocopies, il dit que puisque l'essentiel de la sortie, de la délivrance finale de Mashiach, c'est ça qu'on attend depuis le début de la création, c'est normal de penser que cela va venir couvrir tout ce qu'il y a eu avant. Puisque c'est tout le but de la finalement, de la sortie d'Égypte, c'était quoi à la base? C'est arrivé au Mashiach. Maintenant que Mashiach il est avec un nouvel exil de 2000 ans, et que c'est ça qu'il va falloir mentionner à la sortie de notre exil, on aurait pu penser que l'obligation de raconter la sortie d'Égypte dorénavant à partir de Mashiach n'est plus évidente. C'est pour ça que d'après les Chachamim, j'ai besoin du Kol Yemei Chayecha. Même après Même avec Mashiach, obligation de mentionner la sortie d'Égypte. Donc en fait, il y en a un qui utilise le tout pour dire jour et nuit, et les autres qui utilisent le tout pour parler Et du jour aussi, du pour Mashiach. rajouter aussi maintenant. Et aussi. C'est aussi. Parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas en marloquette. Oui, voilà, c'est ça. C'est que les Chachamim ne trouvaient pas nécessaire de l'inclure dans le Kol. Mhm. Pour eux, oui, c'est tous les jours. C'est le jour de 24 heures. Mais du coup, est-ce que Ben Zoma dit Rabbi non, il faut préciser que même la nuit, c'est obligatoire. Est-ce que du coup, Rabbi Elazar, lui, il est d'accord avec les deux trucs alors? Ah oui, bien sûr. Ah oui, enfin, certainement. Parce qu'il vient avant. Parce que il atteste, là, il kiffe finalement. Il dit Bon Hachem, Ben Zoma, il est venu. C'est qu'il est d'accord. Mais d'un autre côté, la Mishnah dit attention, le Kol, il va aussi rapporter que l'Olam Haba, on racontera encore la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, elle fait partie de l'ADN d'Israël. Quoi qu'il arrive. Ah, il nous reste un petit quart d'heure, Bézat Hachem. C'est du Kol, c'est pas du Yemer Hayera qu'on fait après la. Le Kol, c'est la nuit. Le Kol, il nous apprend la nuit. Kol et Yemer Hayera après Mashiach. Non, ouais. Pareil, le Kol, c'est. Pour Les deux. Benzoma, c'est la nuit, le Kol, mais pour pour les Chachamim, c'est après la nuit Mashiach. C'est après la nuit Mashiach. Il y a deux interprétations du Kol. Mais d'ailleurs, mais ça en réalité, ils le disent même dans la gala. Oui, oui. Ouais, l'histoire du col, c'est explicite. Là maintenant, on a compris mieux, mais. Ah oui, c'est explicite. Ah oui, oui. C'est explicite pour celui qui a déjà vu ça, quoi. Exactement. Ouais, mais celui qui n'a pas compris, c'est dire quoi? J'ai comme 18 ans. Ça aussi, J'ai comme 70 ans, pardon. Ah oui. Comme ça, on peut avoir comme 70 ans. T'as 70 ans, t'as pas 70 ans. Eh ben non, mais elle n'est pas 70 ans. Mais il ressemblait à un homme de 70 ans. Pourquoi? Parce que c'était Rabbi Nazaria, c'était le Nassi. C'est quoi un Nassi? Tout ça. Mais on peut pas passer comme ça, 3 lignes, 6 lignes. C'est super important de savoir tout ça. Donc là, la Gada, encore une fois, elle est ultra. Elle fait une preuve d'une pédagogie énorme. Maintenant, elle te prouve que c'est obligatoire de parler de la sortie d'Égypte la nuit. Et là, on va commencer le récit à travers les enfants. On avait dit un truc l'année dernière, tu avais dit la mitzvah de se souvenir de la sortie se fait le jour, mais le soir de Pessah, c'est beaucoup plus important, et le premier soir, il y a une obligation qui marche la nuit et pas le jour. C'est le soir du Seder. Ça a été la Torah chez BLP. Donc, pourquoi la mitzvah de raconter a eu lieu la nuit et pas le jour? Parce que. Et je pense qu'on a pas. Ah oui, c'est une bonne question ça. On a répondu. Bah, super question. Puisque la sortie d'Égypte a eu le jour, on rappelle cette question. Oui. Pourquoi on fait pas le Seder la journée? La symbolique de Pessah, c'est qu'on a reçu la Torah chez BLP. Et alors? Et la Torah chez BLP, l'enseignement, c'était rapporté au soir. À la nuit. C'est la nuit. Toi-même, tu m'as dit la semaine dernière. On avait expliqué, mais. Tu m'as dit que. Je l'ai pas la réponse. Tu m'avais dit qu'on avait d'après Rambam que on avait dit la chorma d'un homme, elle se développe la nuit. Non. Et que l'étude. C'est pas lui. C'est pas moi. L'essentiel, c'est le début aussi. Hein? L'essentiel d'un processus, c'est le début, c'est Ouais, l'amorçage. aussi, mais là, on a vu que. Et ça c'est marqué sur la Techila. C'est vrai. Mais comme il y a le mot Pessar, c'est la bouche qui parle, c'est-à-dire que constamment, ça fait référence à la Torah orale. Et on avait expliqué dans ce cours que la Torah orale, elle est symbolisée par la nuit et la Torah écrite par le jour. Exact. Alors il fallait que la sortie d'Égypte ait lieu la nuit. Quand tu t'en as rappelé comme ça? Non, mais Ah, t'es chaud. j'ai relu les notes. Ah, j'adore! Mais on avait expliqué. Mais faut vous écriviez, les amis, il faut écrire tout ça, c'est dommage. Et je t'ai envoyé tout, moi. Oui, non, vas-y, écris! On avait même expliqué le C'est paragraphe- magnifique, je suis très content. le paragraphe de Rabbi Eliezer sur Purim qu'ils ont racheté la Ah, ça c'était notre explication. Ouais, c'est vrai. Les enfants d'Aman. Ouais, Je suis les vieux. ouais, c'est ça. Et puis voilà que la Torah elle commence. Baruch HaMakom. J'arrête pas de dire elle commence depuis tout à l'heure, mais c'est toujours un nouveau. C'est toujours une nouvelle étape en fait. Il est même 1h du matin. Ah, par contre, le pauvre celui qui a faim.
Au début, c'est plus chaud en fait. Parce que toi, encore plus, toi, t'es dans l'histoire, tu racontes, t'es dans ton truc, t'es dans ton monde. Donc même si c'est la fin, tu t'en fiches, mais le bonhomme qui va écouter. Surtout s'il il a pas envie de poser de questions parce qu'il a faim. D'ailleurs, tu peux dire celui le quatrième fils qui pose pas de questions, c'est parce qu'il a faim finalement. C'est le raham. Il est super raham en fait. Alors, Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shnatan Torah Lamo Israël Baruchu. Voilà comment va s'ouvrir le dialogue avec les 4 enfants. On commence tout d'abord par mentionner qu'Akadosh Baruch Hu est source de bracha. En réalité, on est en train de faire comme quand on monte à la Torah, Baruch Ata Hashem, comme si on ouvrait une bracha. Baruch Hamakom, source de bracha Baruch, source de bénédiction, Hamakom et l'endroit. Donc on a dit Makom. C'est quoi Makom? C'est un des noms qu'on donne à Hashem. Pourquoi on l'appelle l'endroit? Parce que c'est bravo, c'est très bien. Parce qu'il est, on a dit, regardez la notation Gimel, c'est encore mieux de la lire. Moi, je suis plus le temps. Page Kouf Lamed Gimel. Akadosh Baruch Hu Nikra Makom. Hashem est appelé Makom. Ben ça, c'est une question que ton fils il a te poser. C'est quoi Baruch HaMakom? Je connais Baruch Hashem. Pas Baruch HaMakom. Hashem Shu Mekomo Shel Olam. Il est l'endroit du monde. Ve'en Haolam Mekomo. Mais c'est pas le monde qui est son endroit. C'est énorme dans la pensée juive, ça. C'est lui qui est dans... Il est l'endroit du monde. C'est le monde qui est dans lui, c'est pas lui qui est dans le monde. Et donc, du coup, puisqu'il est l'endroit du monde, Baruch Hashem Mi Mekomo, ça, c'est lui le Makom, alors on l'appelle Baruch HaMakom. Ça montre sa grandeur, c'est sa grandeur. Encore ça, c'est dur à dire. Son Ensof. Et la source de cette explication, elle se trouve dans. Son fils dit, ah, c'est joli, mais d'où tu trouves ça? Dans le Midrash, Bereshit Rabbah. Mais par contre, tu parles. Là, moi, dans le truc, il n'y a pas Hamakom en fait. Si, Baruch HaMakom, comment il traduit là-bas? Voilà, mais présent. Béni soit Dieu, loué soit-il, loué lui qui a donné la Torah à son peuple. Ah, non, loué c'est pas soit-il, traduit. la Torah, c'est ça. Ah, faut que tu changes de gada là. Ouais. C'est pas Dieu. Si il y a marqué Dieu, il y a marqué Baruch Hashem. Hein? Elle traduit mal. Faut que tu changes. Ouais. Non, Non, bon. mais je suis attaché particulièrement, laisse-moi me des notes. Ouais, mais bon. C'est une m'angoisse. Oublie pas, c'est moi qui fais le rachat. Tu sais ce que tu peux faire? Oh. Le rachat de luxe. C'est quel Laurent? Moi, j'ai l'omniprésent. Ouais, c'est l'omniprésent. Donc ça rejoint un peu. Il est présent partout. Ouais. Mais partout où? Ouais, pas vrai, il est pas partout. C'est nous qu'on est. Tu vois, c'est nous qui sommes dans lui. Bah, donc il est partout. Ouais, mais partout, c'est Si limite. c'est partout, non, c'est-à-dire Parce qu'il que n'y a pas d'endroit où il est partout, pas. c'est limité. Dans le fond. Bon, on va pas rentrer dans le j'arrive, mais tu as compris ce que je veux dire. Partout, c'est divisible. C'est infini partout. Non. Un tout, Non. c'est divisible. Ah, c'est sûr que si on se base sur Rodavod, on en sent plus. C'est-à-dire que tu as compris que tu as une façon de penser qui est différente maintenant. Donc, Baruch HaMakom, source de bracha, et non pas soit béni, parce qu'on ne peut pas bénir Hachem, vous avez bien compris, c'est ridicule. Béni soit l'Éternel, on n'a rien à dire. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Comment tu bénis Hachem, toi? Tu peux le bénir? Il a besoin de ta bracha? Ouais, il n'y a pas besoin. Je sais quoi, tu le bénis comme ça? Il n'a pas besoin. Je rappelle, moral, c'est toujours ça. Mais je peux pas bénir Hachem. C'est ça, Baruch, il est Makor de bracha. Il est la source de la bracha. Baruch HaMakom, source de bracha et Hachem. Baruchu, il est source de bracha. Pourquoi on répète 2 fois? Baruch HaMakom, source de bracha et Hachem. Baruchu, source de bracha il est. Papa, t'as répété 2 fois la même chose. On a dit l'endroit d'abord. Ça veut dire quoi, source de bracha il est? Pourquoi tu as répété 2 fois? Parce que même si je ne l'avais pas dit tout à l'heure, avec ou sans moi, sache qu'il est source de bracha. C'est le Baruch HaMakom, tu es en train de déclarer qu'il est source de bracha. Alors sache que si tu ne le déclares pas, il le sera quoi qu'il arrive source de bracha. C'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est ça qu'on répète 2 fois. pas d'accord. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, que tu ne l'utilises pas, il est source de bracha. J'ai pas besoin que tu le dises pour le savoir en fait. Mais du coup, on aurait... Pour qu'il le... Non, j'ai pas besoin que tu le dises pour qu'il le soit. Ouais. C'est pour ça qu'on répète. Sans notre bracha, c'est ça la bracha. Sans notre bracha à nous du début Baruch HaMakom, il est Baruch. Tu crois que tu as besoin de toi? Il a besoin de toi. Baruch Shinatan Torah l'Amo Israël, source de bracha, il est celui qui a donné la Torah à son peuple d'Israël. Pareil, Baruch, il est source de bracha. C'est marrant parce que eux ils disent loué soit-il, mais ça n'a rien à voir. Mais non, c'est vrai dire, il n'est pas loué, Hachem, on peut pas louer. Ah aussi, on le loue. Qu'il soit loué, ça marche, loué soit-il, mais c'est pas la louange là.
au niveau de la Ouais, bracha. mais quand tu dis Baruch Hu, c'est il est source de bracha. Enfin, il est source, donc c'est pas loué soit-il. Non, c'est pas la louange là. Ouais. La bracha, c'est quoi? C'est lui qui donne tout. La bracha, c'est lui qui donne le shefa, l'abondance, la santé, tout ce qui nous dépasse. Et tout ce qu'on ne sait pas. Ça, il est baruch. Alors, c'est une louange en le faisant, mais c'est pas ça. Le mot bracha, c'est bracha. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez que on a dit combien de fois le mot baruch? 4. 4 fois. Et on va voir que chaque baruch va être en regard d'un enfant qui a parlé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une connexion. C'est que ces enfants, quels qu'ils soient, ils doivent comprendre qu'Hachem est des sources de bracha. Faites le travail du père. Alors oui, papa, il y a des choses méchantes. Ils ont souffert, les Égyptiens. Ils sont morts. Et il arrive des choses difficiles dans la vie, et les épreuves. Hachem, il est source de bracha. Il va falloir inculquer ça dans la tête. Et Arthur, là c'est le gros débat dangereux, évidemment, que tout ce qui arrive c'est pour le bien. La preuve c'est que en Égypte on a morflé, pardonnez-moi l'expression, mais finalement c'était pour sortir comment extraordinaire avec le jour. Donc c'est vrai que c'est un moment dur, mais sache que Hachem il est source de bracha. Et si ça nous dépasse, c'est normal parce qu'on est des êtres humains. Mais quoi qu'il arrive, il est source de bracha. Doucement tu leur rends ça quand ils sont jeunes. Ah, mais il va te dire, si sur de bracha, pourquoi on a besoin de souffrir pour sortir L'exemple du chirurgien. Après là, c'est les genres de trucs où ça part en. C'est pour ça que je fais attention. Après, Ça dépend de qui tu as. C'est sûr que si tu as. toujours comme ça. Non, quel est le danger? Le plus grand danger, alors pardonnez-moi, c'est le rachat. Ouais. Parce que le rachat, il va essayer de trouver. Parce que le rachat, en vrai, il est racham. Il est racham. C'est quoi le problème du rachat? C'est qu'il comprend. Mais des fois, chmet. Alors que le racham, qu'est-ce qu'il veut? Il est à l'écoute, il veut comprendre, vraiment. Alors quand ces questions sont posées, c'est pas dans le but de montrer que, vous voyez, t'arrives pas à répondre là. Hein. Lui, il veut parce qu'il veut comprendre, ça le racham. Hachem, il y a marqué qu'Hachem donne la chorma qu'à celui qui est sage. C'est-à-dire quoi? La vraie chorma, c'est celui qui cherche à connaître la sagesse. Mais celui qui ne veut pas connaître la sagesse, qui veut juste te contredire, c'est pour ça faire très attention au sujet que vous allez aborder pendant la Veda. Parce que si tu perds une demi-heure à parler de ça, pour que finalement le bonhomme dit je suis pas convaincu, et je te dis tu le convaincras pas, parce qu'on ne parle pas d'un sujet aussi important, du libre arbitre, de la souffrance, en une demi-heure, comme ça. Donc c'est pour ça faire attention, ne pas même en parler, mais Hachem, il est quoi qu'il arrive, source de bénédiction. Que tu le comprennes ou que tu le comprennes pas, c'est normal. Je vous ai dit la dernière fois, tu arrives dans un amphithéâtre, on parle de physique, tu n'as jamais fait de physique de ta vie, je comprends rien, n'importe quoi. Et ben là, tu es l'enfant qui ne s'est pas posé de questions. Bah oui, parce que tu ne comprends pas le sujet. Donc c'est pour ça qu'il faut bien diriger ça. C'est ça qu'on parle, c'est un CDR. Il faut bien avoir sa ligne directrice dans le CDR. Et Keneged Arba Abanim, en regard de 4 enfants, d'Ibera Torah, la Torah elle a parlé. Je vous pose la question, d'où on sait qu'il y a 4 enfants? Dans la Torah. On a étudié vendredi. Je peux te donner les versets. C'est bien. Voilà, magnifique. Exactement. D'où on sait qu'il y a 4 enfants et pas 5 et pas 6. La Torah elle parle de 4. Bah parce qu'il y a 4 endroits dans la Torah, tu as dû les écrire. 4 endroits, je peux te le dire tout de suite si tu veux, mais vas-y, je te laisse chercher. Chapitre 12, verset 26, chapitre 13, verset 8, chapitre 13, verset 14 et chapitre 6 de Devarim, verset 20. Très bien, magnifique. 4 endroits dans la Torah où le mot enfant est mentionné. Tu raconteras à tes fils, à tes enfants, où tu répondras, ou quand ton enfant te posera la question. 4 fois le mot ben il est mentionné. Donc c'est ce que dit ici la Gada. En regard de 4 enfants, la Torah elle a parlé. Comment est-ce qu'on statue la qualité d'un enfant? Comment on fait? En fonction des questions qu'il pose, on a vu. On a dit voilà, en fonction des questions qu'il pose. Ça veut pas dire que le rachat, le tam, il est simple. Peut-être, c'est-à-dire que, on a dit, montre-moi comment tu poses la question, je te dirai quel genre de chorma tu as, qui tu es. Écoute la question et tu vois si c'est un chacham ou pas. Et c'est ça qui va définir, effectivement, la catégorie d'enfant ou d'adulte. On a dit l'enfant, c'est pas forcément l'enfant. Ou toi, c'est comme si par exemple tu commences, tu dis, c'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire? Le mazot, c'est le tam. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, on va expliquer maintenant quels sont ces 4 tempéraments. Ces 4 enfants, ce sont 4 tempéraments que l'on retrouve chez les enfants, mais pas que, chez tout le monde. Et même chez nous-mêmes, c'est ça qu'on a étudié la semaine dernière. Keneged Arba Banim Dibera Torah, on regarde de 4 enfants, 4 mentions la Torah a faites de ses enfants. Et Had Chacham, un qui est Chacham. Chacham,
Donc, sans donner la traduction, qui sait poser les questions. Puisqu'on est dans l'ordre des questions-réponses maintenant. Donc, qui sait poser les questions, c'est-à-dire qui sait formuler la question dans le but de comprendre. C'est ça le Raham. Et de faire, parce qu'il veut faire, lui. Vechad Racha, un qui est méchant. Comment Il est traduit par un impie. Ouais, l'impie, ouais. Mais dans, je sais pas, dans la gadette C'est ça que dessinée, tu parles. dans la gadette illustrée, vous avez vu, ils les dessinent avec les yeux. Il fait peur. On dirait Jafar dans Aladdin un peu, tu vois. Echad Racha, un méchant. Les pauvres, les 4 gosses, ils se ressemblent en plus. Ils ont tous les titites, les péotes, les grosses kipotes et tout, mais. Au contraire, le rachat, c'est plus. Entre nous, on verra, le rachat, c'était le plus intéressant. C'est le plus intéressant, le rachat. Là, vous me faites plaisir. Arrête la histoire de Shalom. Vechad Racha, donc un méchant. Vechad Tam et un simple. On va voir ce que c'est. Vechad Sheeno Yodea Lishal. Et un qui ne sait pas poser de questions. Et on a vu qu'on n'a pas vu en fait encore. Il n'y a pas une grande différence entre le Tam et le Sheeno Yodea Lishal. C'est quoi le simple et ceux qui ne savent pas poser de questions? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? On reprend demain? Non. Si. On s'arrête là, il est 11h. Il le faut. Razak. Et on reprend demain. C'est bon.